Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est comment sur Club Poker Radio, en direct comme tous les jeudis, en compagnie des chichis. Bonsoir les chichis. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur... Non, je vais arrêter tout de suite. Ça va ? Ma foi, oui, ça va bien. Ça va bien. Voilà, on fait semblant de se dire ça va alors que ça fait une demi-heure que l'on est ensemble sur... Mais c'est vrai. C'est la magie de la télé. Oh, chichi. Waouh! Qui je vois en bas? Alexandre Henry. Waouh, mais salut Alexandre Henry, bienvenue ici. Incroyable, la magie. La magie est là, bim, ça fait l'honneur. Ça, c'est le seul. J'avais prévu un tour de magie, mais en fait, je vais essayer de faire disparaître ce verre de rose. C'est ce que je vais faire. Je t'accompagne, c'est le même. Je vais faire le même tour ce soir. Ok, merci d'être avec nous. Ça fait très plaisir de te retrouver ici. Bon, c'est pas dans les studios, mais bon, on va s'en contenter. Et à côté de toi, Cédric Billot. Coucou Cédric. Coucou tout le monde. Ça va? Je suis en Cédric. haut, en bas. Tu me vois où? Alors toi, je sais pas. Vous êtes là. Là, il y a Alex et là, il y a Cédric. Du coup, pour vous, ça veut. Alors oui, je vois le Twitch, ça ne veut rien dire. Là, il y a Cédric et là, il y a Alex. Ok. Wow, comme d'habitude, j'aime bien faire. Oh, je fais de la magie. Voilà, c'est pour les gens qui nous écoutent en podcast, c'est très très intéressant. Merci déjà d'être avec nous. Alors, on se fait un petit point géographique comme on le fait toutes les semaines, puisque maintenant on commence à avoir l'habitude. Alex, t'es où là? Là, je suis à Slima, à Malte, où j'habite, où je suis donc confiné, bloqué sur mon caillou. Comment ça, t'es confiné? Non, c'est fini le confinement. Non, voilà, t'es plus confiné, mais t'es toujours à Malte. Mais toujours sur ce caillou. Slima, on a l'habitude, on a toujours quelqu'un de Slima chaque semaine. Exactement. En fait, c'est Club Poker Slima. C'est ça. On a une antenne là-bas, on a un duplex tout le temps. Un recruteur. Et toi, Cédric, t'es où? Moi, je suis à Menton, exactement. D'accord, ok. C'est dans quel pays ça? C'est officiellement la France, mais c'est juste à côté de la frontière italienne pour ceux qui ne savent pas. D'accord, à Menton. Écoute, mets ton menton, on s'en va. Non, c'est bon. Mets ton menton. Écoutez, déjà c'est super cool de vous avoir. Alors, Alex, on aurait dû t'avoir. Enfin, d'ailleurs, on aurait dû vous avoir tous les deux. Cette émission, elle est prévue de longue date. On aurait dû vous avoir dans les studios. Exactement. Alex, on aurait dû t'avoir dans les studios parce que tu aurais dû être présent pour le DSO Paris. Exactement, le DSO Cup Paris qu'on avait prévu en début d'année. Donc là, je devrais être avec vous. Voilà. On a passé une demi-heure dans la cuisine, on a bu un peu, tout ça, tout va bien. Tu me dis, alors Alex, comment t'as fait pour avoir 900 personnes? Je t'ai dit, écoute, comment ça a augmenté, tout à l'heure c'était 800. C'était 800 c'est l'inflation. C'est l'inflation. À la fin de la soirée, on sera 2000, t'inquiète pas. Et donc, non. On va refaire un petit peu on va refaire un peu l'historique parce que en fait, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, maintenant ils te connaissent. Vous savez, ils te connaissent quand même par rapport à tout ce qui est les DSO. Enfin voilà, t'es quand même la figure du DSO. Mais t'es quand même dans cette industrie, dans l'industrie du poker, ça doit faire plus de 10 ans maintenant, je pense. Quelque chose comme ça, non? Exactement. Le même jour que Cédric, on avait commencé. Ah oui, parce que mais tu viens de chez PS. Non, t'étais pas chez PS, si? Non, t'étais pas chez PS. Alors avant, maintenant j'étais chez Chili Poker et avant ça, j'étais à Paris. Je travaillais avec Cédric, donc et Antoine Dorin, et on organisait le France Poker Tour. Ah, le France Poker Tour, la Ligue française de poker, tout ça, non, c'était ça. Non, il y avait un nom d'une fédération, non? Voilà, il y avait la FFJP, celle où est toujours Cédric président, je crois. Président. Oh putain, regarde, il est là. Ouais, président. On a un président aujourd'hui, messieurs, dames, ça rigole pas. Et donc, on avait tous les deux travaillé pour Antoine Dorin, qui nous avait embauchés pour organiser le France Poker Tour pour Unibet. Et on a commencé à travailler le même jour, c'était, je crois, avril 2007. Ah oui, donc ça commence à faire un… Ah oui, donc en fait, c'était… Parce que le France Poker Tour, à l'époque, c'était pas non plus… C'était quoi, la première édition? Non, on était à la 3e, je crois. C'est quoi, c'est Freddy Dib? C'est Freddy Dib? Non, c'est pas ça? Si. Il n'y avait pas encore de grosses stars. Juste à la fin, pour la finale, on avait dû l'organiser à San Remo parce qu'en France, déjà, il n'y avait quasiment pas de poker dans aucun casino. Et deux, les seuls casinos qui organisaient du poker, ils ne voulaient pas nous accueillir parce qu'il y avait Unibet. Donc, on avait dû et puis, il n'y avait pas eu, avec le France Poker Tour, il y avait eu une descente de flics, un des premiers. Ouais, plusieurs même. Ouais, je m'en souviens. Ouais.
Ouais, on avait eu une au tapis rouge, donc où le matin, la PJ est arrivée, enfin les services courses et jeux est arrivé pour nous saisir tout le matériel. Coucou, coucou, c'est nous en Salut. fait. On a besoin de jetons. Ouais, On a besoin de jetons pour une partie ce soir. il débarque un peu en mode cow-boy, ils mettent la pression directe. Alors, ouais, c'était à l'époque, quoi. Donc, ouais, vraiment, parce que Unibet, tous les sites de jeux en ligne, c'était vraiment illégal en France. Hein, donc, on était. C'était pas illégal, il y avait juste pas de loi. C'était pas illégal. Alors, si, non, si. Ah si, c'était. Ok, d'accord. Tu vois, tout le matériel où il y avait marqué Unibet, ils l'ont saisi, tout le reste, ils l'ont gardé. En sachant que c'était un peu un jeu à moyen terme, ils savaient que d'ici 2-3 ans, le marché sourirait. Donc, c'était voilà, un peu ligne orange, mais bon. Et donc, le matin de ce France Poker Tour à Paris, au tapis rouge, il y a une dizaine de personnes qui arrivent avec les brassards. Et messieurs, asseyez-vous, sortez vos cartes d'identité. Est-ce qu'il tire sur les gens et pas hey, bouge pas, toi là-bas. Mais alors, pour le coup, il m'est arrivé l'épisode super stressant. Parce que quand ils sont arrivés, justement, qu'ils nous ont dit asseyez-vous, montrez vos pièces d'identité et tout ça. Moi, j'avais du shit sur moi. J'avais du shit. Non, je travaille pour Cannabis, tenez. J'avais pas de pièce d'identité. Et donc, il y avait mon patron, Cédric, mon ex de l'époque, qui travaille aussi. Et je regarde sur moi, je fais mince, je commence à être en panique. Tu parlais pas français à l'époque et tout. Pas très bien. En plus, ton ex était mineur et tout. C'était chaud. Franchement, c'était chaud. Et donc, je vais voir le responsable de la police. Je fais écoutez, monsieur, je suis navré, j'ai pas mes papiers sur moi. Et donc, un monsieur que j'avais jamais vu, que je connaissais ni des lèvres ni des dents, et qui me dit écoutez, c'est pas grave, vous prenez la ligne 8, vous rentrez chez vous à l'homme piqué, vous prenez votre pièce d'identité et vous revenez. Une personne qui m'avait jamais vu, voilà, tu vois, histoire de passer un peu l'ambiance. C'est bien, tu peux te barrer. Tu peux te barrer. Je fais bon, donc vous me connaissez. Et voilà, c'était qui m'avait un petit peu calmé. Et après, il y a eu toute une série d'autres événements qu'on a continué avec Cédric pendant 2 ans. Et où voilà, on n'avait pas de matériel. Enfin, on faisait après 2 séries de jetons, une avec le sponsor et une sans. Ah oui, mais ça, c'était la bonne époque quand même, parce que juste en fait, ils sont arrivés 2 heures avant le début du tournoi, et il y a déjà 50 tables d'installer, 500 stacks de prêts, et en 2 heures, il a fallu qu'on retrouve des jetons quand même pour les joueurs. Parce que vous avez joué le tournoi. En fait, on l'a joué quand même. On a commencé, je crois, avec seulement 1 heure ou 2 de retard, et ce qu'on a fait, on a dévalisé tous les shops de Paris qui vendaient les jetons Casino Royal à l'époque. C'est les moins dégueux, hein. C'est les moins dégueulasses pour pas cher. Hein. Ils étaient beaux, honnêtement. Ils étaient maintenant, tous magnifiques. ceux du staff, ils ont tous une mallette chez eux maintenant. C'est ça, des grosses mallettes. Ouais, je me rappelle. Ouais, du coup, c'était bien parce que si tu reconnaissais le truc, tu venais avec ta mallette. T'avais 2000 jetons tout à l'heure, t'en as 200 000, là, c'est bizarre. T'avais 3 rebuys devant toi, c'était parfait. Ouais, donc vos chemins sont séparés à ce moment-là, après le France Poker Tour? Pendant même, parce que moi j'ai travaillé 2 ans là-bas, et après il y a Alex Dreyfus qui m'a contacté parce qu'il venait de prendre la marque pour le WPT au Maroc. Donc il m'a dit est-ce que tu veux continuer à faire le France Poker Tour à Saint-Amand-le-Oiseau, ou est-ce que tu veux venir avec moi faire le WPT à Marrakech? Je te ferai la grande vie. Regarde. Et moi j'ai fait il était comme ça. Il faisait ce signe, mais je sais pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai couru, j'ai suivi, et voilà. Je suis parti comme ça. Donc c'est le début de l'aventure Chili Poker. Exactement, en 2009. 2009. D'ailleurs, en retournant à Marrakech la dernière fois, on a retrouvé ces tables. Ouais. Il y avait les tables Chili Poker, WPT Chili Poker, qui se servent pour, tu sais, le salon marocain. Enfin, le bar égyptien. Le salon marocain. Donc, ça a fait bizarre. Toi, je suis pas retourné à Marrakech. Ouais. Toi, Cédric, à ce moment-là, tu continues un petit peu le France Poker Tour, ou tu commences chez PS longtemps après? Je crois que j'ai fait quelques mois, quasiment 1 an en plus mais moi, j'avais bougé à Londres en fait, donc je faisais ça un peu à distance, je m'occupais de la partie online, et PS à l'époque n'était pas encore à Paris, et ils avaient leur bureau à Londres, et je cherchais quelqu'un pour la France, donc moi c'est en 2010 que j'ai commencé pour PS. 2010. Tu as commencé pour l'ouverture. T'as commencé pour l'ouverture quasiment, ouais, du marché. J'étais là avant l'ouverture du point .fr, un tout petit peu avant. Ouais. Tu as préparé l'ouverture du coup du marché. À ce moment-là, ça se passe comment à l'ouverture? Enfin, avant l'ouverture. Pardon?
La préparation du marché, ça se passe comment? Tu bossais sur le .com ou tu as tout de suite bossé sur le .fr en amont avant que ça s'ouvre? En fait, pour être précis, moi, je bossais pour les tournois live. Donc, la partie préparation du .fr Ouais, pour ça la t'a pas licence, j'étais touché, assez peu impliqué parce que les tournois live, à la fin, c'est des SAT qui tournaient sur le .com ou sur les .fr, machin. Et s'il fallait organiser un FPS ou un EPT, c'était la même équipe, en fait. Donc, c'était pas spécialement séparé pour les licences chez PS encore. Et du coup, tu faisais quoi quand tu es arrivé chez PS? Alors, mon tout premier tournoi, moi j'ai commencé ma date d'embauche le 1er mai 2010 et ça coïncide avec le D1A du tout premier FPS de l'histoire qui a généré quelques scandales. C'était FPS Beaulieu, sur lequel ils avaient annoncé, je crois, une garantie et qu'ils avaient annulé la garantie quelques jours avant le début du tournoi parce qu'il y avait des histoires de volcans islandais qui empêchaient les gens de venir ou je sais pas quoi. Ah, c'est le Ratchakachakachum. Non, le Eya Yapayo Cool. Voilà, exactement. Et donc, c'était mon premier jour chez PS. J'arrive et je m'en prends plein la gueule sur Club Poker de tout le monde, machin, en disant what the fuck, la garantie, les gars. Moi, je me cache un peu derrière Balkany à ce moment-là parce que c'est lui qui gérait un peu le truc. Quelle garantie? On n'a jamais dit qu'il y avait une garantie. Exactement. On l'avait dit, mais c'était pas en euros. C'était une autre monnaie. Ouais. En dirham. Donc ça, c'est un peu vacciné le début. C'était mon tout premier jour. Ça coïncide avec le jour 1A. Il y avait le propriétaire de PS, Isai Schenberg, qui avait décidé de venir jouer ce FPS, histoire de rajouter un tout petit peu à la pression. Ah, en plus, il y a Isai qui est là. Ah ouais, tu m'étonnes. Il y a Isai qui est là, qui me dit si je fais des deux, d'ailleurs, j'aimerais bien que mon nom ne soit pas affiché. Je dis merde, okay. On est en France, mec. Je vais pas écrire Astérix, tu vois, sur le titre du truc. On n'a pas le droit. C'est pas là où il a gagné un tournoi? Non, c'est pas là. Non, c'était à l'île de Man. C'était à l'île de Man. Bizarre. Mec, à l'île de Man. Ok. Par contre, son nom, il était inscrit. Du coup, donc, tu as commencé directement comme responsable des tournois live? Et ouais, voilà, j'étais recruté pour ça. Pour les FPS à la base, pour les France Poker Series. Il y a une petite transition où j'ai dû me faire des France Poker Tour FPT aux France Poker Series. Donc, je crois qu'il y a quelques semaines au début où j'appelais les France Poker Series France Poker Tour. On a fait tout le tour. Au bout d'un moment, tu t'es obligé de te tromper. Enfin, tu sais que tu trouves quelque chose. France Poker, tu mets un mot derrière, ça passe tout le temps. C'est sûr que ça existait. France Poker Series, France Poker Tour, il y a tout. Il y a tout. Les France Poker Festival. Bah là, il y a les France Poker Festival. Je crois que c'est avec Party Poker, je crois. Ouais. Ah ouais? Ça qui devait avoir lieu au cercle Pierre Charon. Ouais, au club. Absolument. Pierre Charon. Putain, ça y est, il y a eu les France Poker Cup aussi. Je crois qu'il y a eu un truc, ça s'appelait France Poker Cup. Non, c'est Two Girls One Cup. Two Girls One Cup. C'est pas pareil. Je me rappelle. J'avais Daïn en plus ce truc. C'était sympa. Ah, moi, j'ai très bon souvenir. Ça m'étonne vraiment pas de toi. Très bon souvenir. Du coup, tu es resté jusqu'en 2017, c'est ça? Ouais, jusqu'à fin 2017. Fin 2017, ouais. Du coup, tu as vu l'âge d'or du poker français, tu as vu la décadence, tu as vu les moments plus difficiles, et puis tu as vu aussi le Black Friday aussi. Le Black Friday. Et puis, le Black Friday, c'est que tu as vécu Poker Stars sous l'ère Sheinberg, qui était a priori quand même une très belle ère, hein, selon tous les gens qui ont travaillé chez Poker Stars. Avec Balkany, je crois que c'était une ère qui n'était pas trop mal, mais ça s'est vite cassé la gueule un petit peu, non? Pour être honnête, je ne suis pas la meilleure personne pour dire du mal de Balkany parce que j'avais assez peu à faire à lui, en fait. Je pourrais même dire du bien d'ailleurs, parce que moi, le peu que j'avais à faire à lui, à chaque fois, ça se passait super bien, parce qu'il était, lui, en fait, il kiffait les tournois live, il kiffait mettre l'équipe PS live. D'ailleurs, c'est lui qui a contribué à ça avec l'équipe de Bendo, Benny et You. Et ça, c'était cool, et c'était pour le coup poussé que par la France. Il n'y avait que les Français qui faisaient ça. À l'époque, il y avait les Estrellas Poker Tour, il y avait l'Italian Poker Tour, il y avait UK IPT, et ils ne faisaient pas tout ça, en fait. Donc, pour le coup, merci à Balkany et toute l'équipe d'avoir lancé ce projet. C'était une super ambiance. Tu as bossé un peu, est-ce que sur le live, avec l'équipe notamment PS Live, Bendo et surtout Benny et You qui étaient sur la Maison du Bluff, tu as eu un petit peu, tu as géré un peu ça ou... Ouais, tu étais dedans? Ouais, surtout les FPS. Pendant 4 saisons, en fait, ils sont venus sur quasiment tous les tournois. Donc, en effet, on bossait avec eux parce que quand on fait par exemple un plan de table, un plan de salle, il faut être sûr que Bendo il ait suffisamment de place pour mettre la table télé, pour mettre les caméras. Il faut que Benny et You ils aient
l'arrière des chiottes pour mettre leur poste commentateur, machin. Ah, et ça, ils étaient bien. Ils sont mieux logés que nous quand on le fait. Les chiottes, c'est pas mal. Ils ont des chiottes. Ils avaient des chiottes dans les. Ah, la classe. Ah, non, les Non, mais je dis ça dans des comme ça, bouteilles mais- d'eau et tout. Enfin, Mais il y avait des moments où c'était un peu à l'arrache. Mais non, ça, c'était vraiment une super ambiance parce que c'était une équipe de quoi 20-30 personnes qui se baladaient. Quand on faisait quoi? On faisait une dizaine de FPS par an et il y avait toujours, Dieu et béni, forcément, la bonne ambiance. putain, il y avait quand même Bendo, une il y avait- dizaine de FPS. Hein. Une dizaine de FPS, c'est fou quoi. Ça au a max, vraiment je pense. Quoi. 10 000. Ouais, il y avait même il y avait 1000 des euros. FPS pas qu'en France. Il y avait Mazagan. Je crois qu'il y en a eu un Mhm. Mazagan. Enfin voilà, au Maroc, il y en a eu un peu partout. Et puis ce FPS Deauville qui était gigantissime quoi. Il y avait je sais plus combien de joueurs pendant le PT. Je crois que c'est la dernière de l'EPT Deauville. Il y avait le FPS juste avant et ça avait battu des Ouais, records. c'était monstrueux. Il y avait 1000 ou 1500 joueurs, je sais même plus. Sur un 1000 balles, c'était énorme. Ouais, c'est Ouais, ça. il y avait une première place à je sais plus combien, mais c'était plus de Et 100 puis, il y avait, largement quoi. à ce moment-là, je me 300. rappelle, il y avait tous les Supernova Elite et je crois peut-être une partie des Supernova aussi qui étaient invités sur les FPS, C'était un invité. qui avaient les tickets. Je me rappelle de la soirée à Deauville. Je me rappelle, ouais, c'était impressionnant ce FPS. Il y avait une tonne de monde et il y avait même beaucoup de stars aussi internationales qui s'étaient déplacés. Bah, il y avait le PT Ah, qui c'est suivait, FPS, hein. donc peut-être que Ouais. ça permettait. Ouais, ça faisait un beau festival quoi. Ça faisait beaucoup de tournois à Deauville, c'était sympa. Ça, c'était un concept que mon ancien patron Edgar Stuchli, c'était un grand Autrichien qui était pour le coup le boss des EPT. Quand il est arrivé, il a dit bon, les EPT c'est bien, mais on peut faire mieux, les gars. Si on les mélangeait par exemple aux tournois nationaux, comme tu mentionnais, si on fait le FPS Deauville en entrée et l'EPT Deauville qui suit, ça se trouve, ça va faire venir d'autres joueurs. Et pour le coup, il ne s'était pas trompé. Ça créait des festivals de 10-12 jours selon les endroits, mais qui devenaient absolument massifs. Quoi. Là, il y avait des cash games de ouf aussi. Des gens qui venaient cash pour le games de ouf. game, ouais. Il y avait des gens qui venaient jouer le 50K, ensuite qui bossaient, qui se mettaient sur le FPS. Après, tu avais le FPS Air Roller à 2000. Je crois, il y avait 90 ou 100 tournois sur 10 jours, 12 jours. Ce qui était des fois un peu trop parce qu'il y avait des micmacs dans l'organisation et tout, mais les joueurs, en tout cas, étaient au rendez-vous à l'époque. Quoi. Clairement. Le FPS, c'était un peu le début des tournois, on va dire. C'est à cette période un petit peu où les buy-in ont commencé à descendre. C'est vrai Il y avait déjà avant 2010. Alex. Il y avait le DSO d'Alex. Le DSO, c'était 1000. 2010. C'est 550 ça a toujours. toujours Ah, été c'était 500. 550 toujours. Ok. Ouais, 550 depuis 2010. Février 2010. Premier DSO, c'est où? À Dublin. D'accord. À Dublin. C'était pas X? C'était pas X? Non, c'était juste après justement X. Qui était X devait être en avril ou. Ben oui, là, ça devait être les 10 ans, donc c'est ça. On devait le faire à Aix mi-avril, c'était avril 2010, le premier DSO. Et à cette époque, du coup, tu vois, c'était juste avant l'ouverture l'ouverture réelle du .fr. Et on a vu vraiment beaucoup de problèmes avec la police des jeux pour la dernière fois de ma vie. J'ai eu des problèmes avec eux. Mais ouais, ça a été un événement très compliqué. Alors, juste pour raconter un peu comment tu l'as créé ce tournoi, qu'est-ce qui a fait sa singularité, qui fait qu'aujourd'hui il a perduré dans le temps? Parce que, à la base, j'étais, comme Cédric, on est un peu des joueurs amateurs éclairés, on va dire. Et pour éclairé, on vérifiera à la partie technique. C'est clair, éclairé, le mec il est là. On est un peu des amateurs. En fait, on est des professionnels. Enfin, on est des boss. Enfin, on touche notre bille, non, quoi, je veux dire. Amateur éclairé. Je sais qu'il faut coucher à se valer quand tu es au milieu de position. On verra. Ah ouais. On verra. Non, je plaisante. Non, c'est illuminé le mot que tu cherchais, c'était pas éclairé. Je plaisante. Non, mais que c'est le dernier événement qu'on faisait à Aix. On parlait du DSOX ou comment c'était créé? Comment tu l'as créé le DSO? Ouais. Pardon. Donc, il n'y avait pas d'événement à cette époque-là à moins de 500 € ou à moins de 1000 € même, avec des vraies structures. Les seuls tournois qui faisaient un petit peu rêver, tu vois, quand on habitait Paris, c'était les EFOP de l'ACF tous les ans. Donc, le tournoi le moins cher, c'était le 500 avec une structure sur un jour, tu vois. Donc, c'était rapide. En fait, c'est le 500 du mercredi ou mercredi, je crois. Mais il y en avait un sur 2 jours, où c'était la finale le lendemain, quoi, qui faisait pendant les tournois EFOP, qui faisait bref.
Et en tout cas, voyager pour avoir un tournoi à 500 € sur 3 jours avec une vraie structure des niveaux d'une heure, ça n'existait pas. Les casinos ne voulaient pas le faire parce que pour 100 € de rec en plus, ils faisaient des 1000 € et c'était beaucoup plus intéressant pour eux. Donc, on a beaucoup bataillé au début avec les casinos en Europe pour mettre en place ce format de 4 jours avec moins de frais, avec plus d'heures de croupier. Et petit à petit, ça a marché parce que la demande a évolué aussi beaucoup. Donc, voilà. Mais dès le début, par contre, c'est sûr, on faisait le premier tournoi qu'on avait fait à Aix, donc en France, le tournoi était sold out complet. On pouvait pas, c'était 500 joueurs et à l'époque, quand on déclarait un événement, il fallait déclarer grosso modo le nombre de participants que tu disais et tu pouvais pas le dépasser. Donc on avait déclaré 500, on pouvait pas faire 501. Ouais. Ah bah c'est génial. Tu pouvais pas vrai, aujourd'hui, ça serait génial. J'attends 500 personnes. Putain, il y en a 1000 qui viennent, t'es dégoûté. Mais du coup, si tu n'atteins pas le cap, il n'y a pas de problème. Il faut juste pas le dépasser. Bien sûr. Non, il faut qu'il y en ait 500 piles. En 2010, en 2010, quand tu avais. C'est le même principe que quand tu crées ton compte cash game, enfin ton compte poker tout court, mais bon, bref. Oui, tu dois mettre ta limite de cash out automatique. Bon, tu mets 1 million. Ouais, c'est ça. C'est chiant parce que moi, je tiens pas une semaine. Ah ouais, moi, c'est chaud. J'en peux plus. Je n'en peux plus d'ouvrir des PEL. Ils sont tous pleins. Et du coup, comment ça se fait que, tu vois, tu as créé ce tournoi en 2010, ça a tout de suite super bien marché. Pourquoi il n'y a pas eu, ça n'a pas fait des bulles? Pourquoi il n'y a pas, à l'époque, ce qui s'est fait aujourd'hui, plein de tournois comme ça, à plus petit buy-in qui se sont lancés et parce que il y en a certains qui se sont créés, ouais. Il y en a beaucoup qui sont morts aussi parce que le business model, il est quand même très, très ric-rac. Donc, encore une fois, avec des frais à 50 €, quand tu as payé tout le casino, le personnel, les hôtels, les frais de déplacement, il ne reste pas grand-chose. Donc, tu peux pas te… Le reg, c'est combien sur un 500? C'est un 500? C'est un 450 plus 50? C'est un quoi? 550. C'est un 500 plus… Ouais. C'est un 500 plus 50, ok. C'est ça. Et aujourd'hui, sur les DSO, la formule a changé aussi. Maintenant, on fait 490 plus 60. Mais on organise des free rolls on organise 2 free rolls sur l'événement où tous les joueurs qui sont éliminés peuvent revenir pour rentrer dans le tournoi ou pour avoir des tickets pour jouer des side events pendant le week-end. Et puis on voit derrière, quand on gagne, on remporte cette ceinture, c'est ça? Exactement, on marque son nom dessus. Montre-la nous, elle est trop belle. Oh non, mais j'attendais que tu le demandes. Mais j'ai déjà mis la mienne, regarde. On va voir la petite ceinture des SO. Il s'est fait un petit kiff perso. Je suis sûr qu'il a marqué un truc salace dessus. Je suis sûr que tu t'es marqué un truc perso dessus, je suis sûr. Non? J'aurais adoré. Il a nettoyé, elle est toute propre et elle brille, elle est magnifique. Ah ouais. Et ça fait bizarre. La première fois que tu ramènes une meuf chez toi comme ça, c'est quoi cette ceinture? Je fais de l'UFC, tu comprends, je fais de l'UFC. Pourquoi il y a un petit crochet en dessous? Il y a un petit crochet en dessous. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Elle est extensible. Montre-la nous, attends, on l'a pas bien vue. Je la trouve, elle est vraiment magnifique. Il parlait pas de la ceinture, non, mais il parlait pas de la ceinture. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est… Sur les côtés, il y a tous les gagnants, donc depuis le début. Mais c'est stylé. Okay. Ça, on le voit pas trop. Je trouve ça trop cool d'avoir, tu vois, par exemple, on a les bagues WSOP, c'est un objet, tu vois, il y a un truc caractéristique, la ceinture, personne ne l'avait. Tu débarques à un tournoi avec la ceinture. C'est clair. Ça fait son effet. Ça, c'est clair, ça fait ton effet, quoi. Tu la poses là sur la table, tu arrives sur l'épaule, ok. Du coup, attends, c'est pas… Qui c'est qui en a gagné plein? C'est pas Jérémy Palvini qui en a gagné plein, non? Il a 3… Non, les DSO, c'est… Non, c'est Quentin. Quentin, il en a gagné un. High roller et un normal. High roller, il en avait gagné un… Non, 2 high rollers. Il en a gagné 2 ou 3, je crois. Ouais, c'est ça. Il a gagné. Ah non, c'est Alexandre Réard qui en a gagné 2. Alex Réard, il en a gagné 2 la même année, surtout. Le même jour. Il lui fallait une ceinture. Maintenant, le truc, c'est qu'il lui fallait une ceinture pour sa femme. Du coup, il s'est dit, je vais gagner une autre. Normal. À plus de 300 joueurs. C'est la classe. Il avait grosse perte. Et sinon, Messi de Turan, qui est un joueur du Sud, tu vois, qui habite dans le Sud, qui en avait gagné 2 aussi. D'accord. Et en tout cas, la ceinture, c'est toi qui as eu l'idée? Et la ceinture, c'est moi qui ai eu l'idée. Non, ça vient pas au tout début. Non, c'est ça, c'est depuis l'année dernière. Mais c'est exactement pour la raison que tu as dit. En fait, je ne voulais pas copier les autres. Il y avait un qui se détachait vraiment. Un trophée, ça fait un peu karting. Donc, je me suis dit, vas-y, on
Enfin, en regardant sur Internet, je suis tombé sur les trucs de ceinture. Je me dis, Les trucs de ceinture. Je veux pas savoir sur quel site t'étais pour. De trucs de Undisputed, le WWF. Ah ouais, ok. Ouais, mais tu vois, ça fait un peu, voilà, ça fait MMA, c'est bien. MMA 0 tracas. Bon, on va quand même parler de ce que. On avait reçu ton acolyte Cédric il y a quelques semaines. Du coup, alors là, le changement de cap complet après le Stars. Alors déjà, première question, parce que donc, alors on va parler, donc c'est Cannabis, hein, tu as lancé ta boîte. C'est parce que t'es un, comment dire, Parce que t'es un drogué? Non, c'est pas que t'es un drogué. Alors, non, c'est justement t'es consommateur, t'es quoi? Pourquoi t'es lancé là-dedans? Pour être honnête, ouais, à la base, je suis consommateur. Mais je suis un consommateur, mais aussi je me suis renseigné parce que ce que je consomme, j'aime bien savoir ce que je consomme. Et donc, depuis plusieurs années, je me suis bien renseigné sur le cannabis. Alex se souvient peut-être même à Paris et tout. J'ai toujours été un petit peu un geek, tu vois. J'aime bien savoir. Moi, si je vais acheter de la bœuf quelque part, je veux savoir ce que c'est, tu vois. Et je vais la regarder, je vais l'analyser, machin. Et depuis plusieurs années, même quand j'étais encore chez PS, je voyais ce marché qui changeait, en fait. J'entendais parler des États-Unis, il y a quelques États qui légalisent. L'Espagne, il y a des trucs qui bougent. La Suisse, ils lancent des trucs. Donc, ça vient d'une part parce que je crois au produit, j'aime le produit. Et je pense qu'il y a énormément de trucs à faire, en fait. Parce qu'en me renseignant après sur l'histoire un peu du cannabis, je me suis rendu compte qu'il y avait toute cette prohibition qui était basée sur pas grand-chose, en fait. Et j'avais la certitude que ce marché allait changer, en fait. Et je me remettais dans la même situation que le marché du poker en ligne était en 2005, en fait. On me disait, c'est en train de changer, ça va être régulé, tout ça. Et donc, cette période de pré-régulation, avant d'avoir des licences, avant tout ça, c'est quelque chose qui m'excitait un petit peu d'un point de vue business, en fait, parce que tout est à faire. Si on veut se positionner en tant qu'acteur dans un marché, c'est juste le meilleur moment. Qui plus est, si c'est un marché que j'aime bien. Si demain, tu me dis qu'il y a le marché des crevettes roses qui se lancent, non, ça, j'ai pas envie parce que ça m'intéresse pas, en fait. Mais le cannabis, il y a des milliards de trucs à faire et c'est pour ça que je me suis lancé, en fait. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement le cannabis? C'est une marketplace. C'est du bédo, gros. Frère. T'es sûr, des mecs cons comme nous, tu leur dis que tu représentes une marque de cannabis. Je peux pas. Tu sais comment on va faire chier. Ok, alors, j'imagine. Alors, le business model va être présenté par comment chez Chichi. C'est du bédo, gros. Voilà, c'est du bédo. Si tu veux bicrave, ouais, cannabis. Voilà. Voilà. Ouais, un peu. Mais alors, à la base, j'étais un peu comme ça aussi. À la base, moi, je voulais lancer un truc. Même Alex, je crois, j'en avais parlé. Alex, il a un nom de domaine dans le cannabis aussi. On a tous Allobedo.com. Allobedo.com, c'est stylé, c'est la carte. C'est génial. Allobedo, c'est mais ça existe déjà. Ça existe depuis super longtemps, mais c'est vachement. J'ai le nom de domaine, donc je peux le revendre. Allobedo, t'as un mec qui arrive en scooter en bas de chez toi qui te livre et tout. Exactement. C'est trop stylé. Votre bédo est en route. C'est ça. Avec le truc. Il arrive et tu vois que le mec il ralentit au fur et à mesure de la course, tu sais. Il va de moins en moins vite. Il n'y en a plus. Ah, frère, j'ai tapé la moitié, t'as vu. Donc vas-y, pardon, excuse-moi. Ça va être difficile de. Allez, vas-y. Non, mais en fait, c'est des discussions qui sont toujours super intéressantes parce que moi aussi, à la base, j'étais un petit peu comme ça, dans le mode je vais aller vendre de la weed à tous ceux à qui je peux vendre de la weed. Et en fait, en analysant le marché, je me rends compte que le marché est en train de changer, justement. Où la part de marché de la bœuf, en fait, est en train de baisser. Les gens, ils vont prendre des huiles, ils vont prendre des cigarettes électroniques, des gélules, tout ça avec du cannabis, bien sûr. Hein. Et sans rechercher la défense aussi, d'ailleurs. Chose qui, me surprenait un petit peu, pour être honnête. Parce que tous ceux que je connaissais, moi y compris, quand on fume, c'est qu'on recherche quelque part une espèce d'effet. Je crois que c'est sur le forum, j'ai vu, il y a eu Steven qui a mis un message. On va te poser la question après. J'allais te poser la question de Steven qui, lui, pour le coup, là, je crois que. Il est vénère. Il connaît pas trop ça, le milieu de la drogue, mais par contre, il a des questions. Et là, il est comme ça. Mais en fait, il est là. Ah, vas-y, putain, comment je pose ma question? Non, mais il a raison, en fait. C'est parce que c'est des questions super légitimes dans le sens où il y a très peu de gens qui sont vraiment au courant de comment le marché est en train de changer. Et quand je dis le marché, c'est le type de produit et même ce que les gens y recherchent. Parce que moi, le premier, il y a quelques années, je me disais la weed
que au CBD, donc le cannabis light, peu importe comment on l'appelle, qui est-ce que ça va intéresser, quoi. Et en fait, ça intéresse plein de gens. Il y a plein de gens qui sont intéressés, qui ne recherchent pas justement la défonce ou alors qui ont vraiment des pathologies précises qu'ils veulent traiter. Est-ce qu'ils ne recherchent pas le CBD, globalement, tu as tout l'effet apaisant, mais tu n'as pas les effets de descente qui peuvent arriver quand tu es novice, par exemple. Il n'y a pas de THC dedans. Tu n'as pas de THC, ouais. Zéro THC. Il n'y a pas de THC. THC. Donc, il n'y a pas de… Donc, il n'y a pas d'effet psychoactif. Zéro. Exactement. C'est ça le mot que je voulais dire, mais c'était trop long. Vous faites des space cakes sur plein… c'est un gros consommateur de space cake. Moi, je fume pas. Je suis non-fumeur, mais par contre, je consomme énormément de space cake. Enfin, énormément. Alors, on a plein de… énormément. Le matin, il se ça m'arrive. Ça m'arrive. Mais écoute, j'ai mon halo Space Cake qui vient directement d'Amsterdam. Mais est-ce que vous en faites? Ça m'intéresse. On en a beaucoup. On te voit plus. T'es caché. T'es censuré par Twitch. Ah voilà, c'est bon. C'est le Space Cake. En fait, on en a énormément. Il y a des cookies, il y a des brownies, il y a des gâteaux dans tous les sens. La gamme de produits, tous les jours, je reçois des nouveaux produits. C'est un truc de fou. Il y en a qui lancent, on pourra en parler plus tard, mais il y a une gamme de produits alimentaires juste incroyable. Ok, je dirais. Ça m'intéresse parce que je cuisine beaucoup. Voilà, c'était mon aparté, mais c'est tout. Du coup, parce qu'on parlait du CBD, il y a eu l'ouverture dans certaines villes de certains shops de CBD et ça a été un carton de malade. Moi, je sais qu'à Besançon, là où je suis, il y a eu un shop qui a ouvert. Ça a été genre la queue dans la rue. Ça a été la folie d'ailleurs. Ça a tellement été la folie que ils ont été fermés par les autorités quelques temps après. Parce que par les autorités. Ça fait un peu comme le poker. Ça fait un peu comme le poker, tu vois. C'est trop facile. C'est trop facile. Là, il y a un truc qui est bizarre. Il y a de l'argent. Un truc bizarre. Ouais, mais le poker, ils ne se sont pas dit on va fermer. Ils se sont dit on va prendre l'argent. On prend tout. On prend votre argent. C'est le nôtre maintenant. C'est ça qu'ils se sont dit. En fait, je faisais un parallèle tout à l'heure avec l'industrie du poker il y a 10-12 ans. Et quand, avec Alex, on parle en début d'émission des flics qui venaient au tapis rouge, qui nous prenaient les jetons, tout ça. Il y a exactement la même ambiguïté sur les lois dans le cannabis. C'est-à-dire qu'il y a la loi française qui dit A et la loi européenne qui dit B. Donc, la loi française, à l'époque du poker, elle disait non, les sites .com, ils n'ont pas le droit en France. Alors que la loi européenne disait non, n'importe quel site qui a une licence en Europe a le droit d'opérer dans tous les pays européens. Donc, forcément, on sait que s'il faut se battre auprès des tribunaux européens, c'est le bordel, mais tu es quand même couvert par la loi. Et c'est exactement la même chose avec le cannabis et le CBD, où les flics français locaux, donc les flics de Besançon, ils sont arrivés dans la boutique, ils ont dit tiens, toi, tu vends du cannabis, c'est illégal, on ferme. Et le mec, je pense qu'à force, il y a des groupes qui se défendent de tout ça. Et ils sont allés voir des avocats. Les avocats, ils ont fait les belles lettres. Droit européen, la France va à l'encontre du droit européen. Donc, ils ont rouvert leur boutique. Pour faire la petite comparaison avec le poker. Voilà. Il n'y a pas eu un changement, je dis ça au pif comme ça, mais Macron, on sait qu'il est très ouvert à l'Europe. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou pas, hein, mais on sait que c'est quelqu'un qui parle toujours de l'Europe, il est constamment à parler de ça. Il y a eu un changement à ce niveau-là, justement, par rapport à l'européenne, ou juste pas du tout. Enfin, c'est pas parce que lui, il est très ouvert que les autorités ont changé leur philosophie. Il y a eu un changement, mais pas dans le bon sens, en fait, avec Macron. Le changement qu'il a fait, et d'ailleurs, c'est marrant parce que la toute première amende a eu lieu il y a 2 jours à Rennes. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 2 jours, si on se fait arrêter dans la rue avec n'importe quelle quantité de cannabis, en théorie, tu peux forcément avoir une amende et aller au tribunal et aller en prison. Et Macron, il a dit non, ça c'est trop chiant pour les flics, ça prend trop de temps aux flics. Moi, je veux que les flics ils puissent juste mettre une amende comme un stationnement, en fait. Et donc ça a été introduit il y a 2 jours et la première amende a eu il y a 2 jours, 200 €, je crois, c'est pour possession. Mais en gros, pour les flics, maintenant, ça leur prend 2 minutes, mais il n'y a plus le risque pénal. Donc, tu ne vas plus au tribunal, mais par contre, les flics, ils vont, à mon avis, ils vont aller dans les cités, ils vont aller partout et ça va… ils vont aligner. Après c'est vrai que pour les flics, pour le coup, là-dessus, arrêtez, je me mets à leur place, hein, mais arrêter des mecs pour une petite barrette et les amener, etc. C'est ridicule. C'est ridicule. Ouais, mais c'est surtout, c'est pas que les flics, c'est en fait, c'est tout ce qu'il y a en administratif derrière. Et puis, tu surcharges des prisons pour rien. Pour le coup, non, mais personne n'allait jamais en prison, par contre. Je pense ça arrive. Si, j'en connais, pour pas grand-chose. Hein. Pour du deal, des fois, tu as des mecs qui sortent par exemple. Des fois, ça peut arriver. Bref, mais… du coup, toi aujourd'hui, tu es basé en France. C'est quoi ta société? Elle est en France aussi? Non.
Elle est à l'île de Man. Non, mais en fait, d'ailleurs, c'est même pas caché, c'est écrit sur le site. La société, elle est à Malte, tout simplement parce que j'habitais à Malte avant et je l'ai créée Parce là-bas que, et que j'ai le droit d'avoir une société à Malte et d'opérer. Le tout, c'est de respecter les lois et de payer les impôts, en fait, quoi. Alors du coup, est-ce que tu as eu des soucis? Est-ce que tu as été parce que voilà, il y a pas beaucoup, il y en a, ça commence à monter les sites de CBD et tout ça, mais il y en a pas beaucoup. Est-ce que alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de trafic dessus? Il y a beaucoup de monde? Ça commence à arriver. Après, il y a des sites, il y en a de plus en plus, honnêtement. Il y en a de plus en plus. Ça commence à être une concurrence assez féroce. Mais non, j'ai jamais eu de soucis pour l'instant. Je pense d'ailleurs pas en avoir parce qu'on a les bons avocats, donc les bons conseils. Et tu me demandais tout à l'heure de présenter cannabis. Moi, c'est la règle numéro 1, c'est on vend que des produits légaux de toute façon. Donc, on fait super attention au taux de THC, donc tout ça. Moi, c'est le truc le plus important. Je veux bien dormir la nuit, je veux que mon business il marche bien, et donc on vend que des trucs légaux. Donc, même si demain les flics ils viennent me voir, je passerai un sale quart d'heure, mais je suis pas inquiet parce que je sais qu'au fond, je risque rien. En fait. Et pour faire un parallèle avec le poker, au niveau de l'image cette fois-ci, le poker maintenant c'est totalement légal. L'image évolue, elle évolue même en bien. Je pense que maintenant il y a quand même beaucoup moins de problèmes. Il y a toujours des problèmes, par exemple, si tu vas à la banque, ça peut arriver, ça peut être compliqué. J'ai été dernièrement d'ailleurs pour un prêt. Moi, ça s'est très bien passé, mais on sait que ça peut avoir une image négative sur plein de personnes. Est-ce que toi, quand tu présentes ta boîte, même si tu vends des produits légaux, le poker est totalement légal en France, est-ce que ça t'a déjà posé des problèmes en termes d'image, des gens qui te jugent un peu par rapport à ce que tu fais, que tu vends en France? Est-ce que ça passe ou tu sens que non, les mentalités, ça pose pas de problème? Ça va forcément dépendre des personnes que tu as en face de toi. Déjà, selon l'âge qu'ils ont, quelqu'un de 70 ans en général va être beaucoup moins ouvert que quelqu'un qui a 20-30 ans. Mais non, j'ai pas eu spécialement de réticence ou de problème d'image. Par contre, ce que tu disais, en effet, tu vas avoir la banque, tu vas ouvrir déjà rien qu'un compte bancaire pour ta société, bon courage. Tu veux avoir un hébergeur pour ton site web, bon courage. Tu veux proposer un moyen de paiement en carte bancaire sur ton site, bon courage. Parce qu'en effet, là, ils te regardent tous, c'est quoi? Cannabis? Ah, mais c'est légal. Ah, mais non, on veut pas, en fait. Ils ne cherchent pas plus loin, quoi. Ils cherchent pas plus loin. Ils voient tout de suite ça. Et ils veulent pas prendre de risques, en fait. Voilà. Après, j'ai pas encore eu le cas où j'ai besoin je suis pas allé voir des banques ou des administrations. Et même quand j'y vais, en fait, je leur dis pas que je fais du cannabis, tout simplement. Je fais des sites internet. Je fais de la cocaïne. Oui, tu fais du business, quoi. Non, mais c'est comme un joueur. Cocaïse. Je fais un truc qui s'appelle cocaïse. Bah, c'est de la cocaïne. Comme les joueurs, tu dis, écoutez, j'ai des revenus issus d'Internet, mais tu ne dis pas plus que ça. Donc, un peu. Tu as aussi lancé il y a quelque temps un truc dans les cryptos, non? Tu t'es pas lancé un truc Crypto Poker Live. Si, ouais. On avait essayé. C'est pour me faire avec Alex Henry. Ah ouais, c'est moi qui l'avais. J'avais l'idée originale dans le truc. J'avais cherché. C'est quand ça? Ça, c'était il y a quoi, 2-3 ans? 2018. Tu lances Crypto Poker Live. D'accord. C'était quoi? C'est ce qui est sur ton LinkedIn. Après, je ne sais pas plus que ça. Déjà, pour trouver Alex Henry sur LinkedIn, le mec, il y en a des Alex Henry, mais il y en a 450. J'y vais pas, j'ai pas. Bah oui. On l'a vu que tu allais pas. Cédric, c'était plus facile à trouver. C'est sur celui de Cédric qu'on a trouvé. D'accord. Ok. Bon, c'était quoi ça? C'est venu juste du fait que quand les cryptos commençaient bien à descendre, que le marché se stabilisait un petit peu, on s'est dit, parce que tu vois, moi j'ai acheté quelques cryptos, mais au final, ça ne sert pas plus que ça, je ne savais pas vraiment quoi en faire. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un événement où on organise peut-être 4 tournois en marge d'une conférence sur les cryptos, où on fait un tournoi, on buy-in que en Bitcoin, un tournoi, on buy-in que en Ether, etc. Et donc le price pool reste en Bitcoin et reversé. C'est bien ça, un price pool évolutif. Non, en fait, parce que le price pool, tu vois, si tu as 100 joueurs qui payent 100 Bitcoin, il est que en Bitcoin. Exactement. Mais en gros, il est évolutif. Exactement. Il est évolutif. Tu peux tanker, tu tankes, et en fonction, du coup, la décision. Parce qu'en fait, tu vas gagner des bitcoins. Donc, le seul problème, une des grosses questions qu'on se posait avec Cédric, c'était justement à partir du moment où déjà, on a l'autorisation légale de faire ce tournoi, parce que c'était aussi, encore une fois, le gros problème auquel on se confrontait.
on se spécialise dans les marchés durs. Mais... Ouais, vous cherchez les emmerdes en même temps, les gars. Faut pas dire. Tu pourrais pas être comme tout le monde, développeur web. Non. C'est ça. Non, je vais faire des cannabis Influenceur avec des sur crypto-monnaies. Mais on s'est dit justement, quel est le temps qu'on peut y consacrer entre le moment où on va annoncer qu'on va faire un tournoi en Bitcoin, le moment où on fait vraiment ce tournoi, et après combien de temps ça va durer. Si on annonce, quand on annonce le Bitcoin pour, je sais pas, 10K, quand on le fait, il en vaut 16. Ben, tu vois, est-ce que les gens qui voulaient buy-in au début, ils voudront toujours buy-in quand aura lieu l'événement ou inversement? Bon, donc, et puis c'est compliqué de proposer. Tu peux pas proposer de garantie en crypto. Alors non, ça, en Bitcoin garantie. L'idée c'était de travailler avec quelques altcoins et d'avoir un sponsor sur quelques tournois concrets. Okay. Et du coup, ça a rien donné? Pardon? Je dis ça a rien donné? Non, on n'a pas pu le faire, hélas, parce qu'à Malte, on a vu toutes les autorités compétentes. Ça a tourné, on a joué au ping-pong pendant à peu près 1 an, en sachant que l'idée de base, c'était qu'on le fasse en marge d'un événement crypto, un gros événement crypto à Malte. Et en fin de compte, ils nous ont dit non, alors que Malte est un des pays les plus avancés en termes de crypto, quoi. Bah, par contre, on peut buy-in le DSO en crypto. Et ça, j'ai déjà eu des… on peut Okay. Vous avez jamais essayé de réunir les 3 univers, c'est-à-dire faire un tournoi de poker, tu as des cryptos à gagner et ta clock, c'est tomber d'eau et dès que tu l'as fini, tu dois faire. Non, c'est un concept. Ça va arriver. Ça sera le prochain. Un jour, Cannabis Poker Tour. Alors du coup, le DSO, on peut buy-in quoi en crypto? Que Bitcoin ou il y a d'autres? Alors Bitcoin et Ether, ouais, voilà. Et ça avait marché vraiment quand… On peut pas en chilies, quoi. On peut pas… Non, on peut pas. C'est incroyable. On peut pas en chilies, mais on peut en Bitcoin, en Ether. Mais il y a plus de gens qui demandent aujourd'hui. Il y en avait eu quand j'avais fait le tournoi à l'île Maurice, où il y avait 7 joueurs qui avaient fait le buy-in, qui avaient fait le change. Donc, c'est pas non plus Par contre, énorme. ça aurait pu être rigolo que les gens demandent d'être payés en Bitcoin. Enfin, tu vois, les gens auraient pu être payés. Non, ça, personne jamais. Non, ça, c'est pas possible. Non, enfin, si on me le demande et qu'il y a beaucoup de joueurs qui le demandent, je pourrais le considérer, mais… parce que tous les gens qui veulent, tu vois, tous les Espagnols qui vont au Maroc, qui veulent être anonymes, paf, tu t'appelles NC, t'es payé en Bitcoin, je peux te dire que… Ah, t'es tranquille. C'est ça. C'est ça. T'es tranquille. Tiens, je vois une petite question de Venstyle qui pop. Est-ce que Alex a des nouvelles de Virginie Caprice? On était obligé de t'en parler. On est obligé de te demander des nouvelles. Eh ben… Attends, c'était bienvenue au SDO, c'est ça, non? Oh non, ouais, SOD. SOD, elle les a toutes faites. Hein. Grave. Eh ben non, j'ai pas eu de nouvelles d'elle. Pourtant, j'ai essayé. Mais elle, non. Non. T'as ghosté, putain, c'est pas clair. Non, c'est qu'elle a switché sur le foot maintenant. Mais non, parce que même, réellement, je l'avais invitée pour qu'elle revienne sur les tournois avec sa copine ou une autre, parce qu'elle avait quand même Jennifer. Marqué. Exactement. Favier. Exactement. Voilà. Mais non, elle a switché complètement. D'accord. Tant pis. Tant pis. Ça aurait été une on belle avait aventure. Il y a 1 an, on avait fait un petit truc avec Anna Paulina. Putain, toi, t'aimes bien. Moi, je suis team Annapolina, hein, perso ici. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une. Tapez le nom sur Google, mais à la fin de l'émission. Sinon, on sait qu'on va vous perdre. Voilà. On sait comment ça marche. Bon, on sait que ça va durer. On va vous perdre 5 minutes. Après, vous allez revenir. Hein. On sait comment. C'est clair. C'est ça, mais bon. Ou laissez Twitch qui tourne. Regardez-moi. On les connaît. On peut parler un peu du dur, parce que là, on parle de tournoi, on parle de plein de choses. Mais les tournois live cette année, c'est fini, quasiment, on va dire, à cause de la pandémie. Ça se passe comment, justement, quand toi, Cédric, maintenant, tu as lancé ton business, mais Alex, quand on organise des tournois, quand c'est notre taf, etc. Eh ben, ouais, c'est compliqué. Non, ça a été 3 mois un peu dur, pour l'industrie en général, pour tout le staff, sur les copies of mais les gens vraiment opérationnels sur un événement. Et qui allait vraiment d'événement en événement. J'avais encore de la chance parce que Unibet est resté mon sponsor mon sponsor sur l'année. Mais après, oui, ça a été comme dans tous les mauvaises nouvelles. Au début, on n'accepte pas, après on se résigne et puis on essaie de penser à autre chose, voir la suite. Et puis que, si
passé un petit peu par toutes les étapes, à savoir s'il fallait que je change de métier, est-ce que j'avais pas fait le tour du poker aussi, est-ce que ça va reprendre, est-ce que ça reprendra un jour, bon. Et là, récemment, ces derniers jours, les nouvelles sont meilleures quand même. Alors, j'ose espérer qu'on peut avoir des nouvelles des très bonnes nouvelles dans les prochains jours. Si on pouvait réussir à maintenir le tournoi de cet été, À la Grande Motte, qui était prévu à la Grande Motte, voilà, en juillet. Est-ce que tu as des T'as nouvelles les dates? T'as les dates juste, Alex? Alors, les dates qui étaient. Enfin, non, j'en sais rien. C'est juste, j'aimerais bien. Mais la date, en tout cas, qui était prévue, c'était fin juillet, du 21 au 26. Ok. Et c'était vraiment un grand rendez-vous parce que la Grande Motte, c'est toujours un carton. L'été, c'est toujours incroyable. On a annulé. Moi, j'ai eu de la chance dans la mesure où j'avais pas de tournoi prévu en de tout mai jusqu'à mi-juin. Donc, au final, il y a vraiment que 3 tournois que j'ai pas pu faire et où j'ai eu aussi de l'anticipation pour dire quand les gens étaient confinés depuis 15 jours, ils savaient que les tournois qui étaient début mi-juin. Comment ça se passe? Tu rends les buy-in aux gens qui ont déjà. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ils ont buy-in, c'est ça. les tickets, tout ça. C'est une organisation. On s'est arrangé. Ce qui était le plus gros problème, c'était avec Apo pour tous les frais qui avaient été mis. Sur les premiers tournois qui étaient prévus, où voilà, toutes les chambres d'hôtel qui avaient été prises, les avances qui avaient été payées à tout le staff, le nouveau matériel qui avait été acheté. Comme en plus, c'était toute la période où il y avait la pandémie qui montait, du coup, on avait acheté Apo avait acheté plein de matériel sanitaire. Donc voilà, c'était. Ce matériel sanitaire, il servira de toute façon parce que ça, c'est un truc qu'on peut. C'est clairement un truc qu'on peut dire sur les tournois de poker. Je pense qu'il y a clairement un manque d'hygiène de la part de tout le monde. On le sait, le jetons, tu analyses le jeton à la fin d'un tournoi, je pense que dessus, il y a la lèpre, quoi. Non, mais attends, le nombre de fois où tu joues un tournoi de poker, tu vas au chiottes, tu as le mec qui est à ta table qui pisse et qui se lave pas les mains. Franchement, ça m'est déjà arrivé de m'embrouiller à cause de ça 2-3 fois, quoi. Est-ce que tu penses que ça arrivera encore maintenant, ça? En tout cas, il y aura plus. Je pense qu'il peut y avoir le geste un peu plus, tu vois. Il y a le, comment on dit, le gel hydroalcoolique à la sortie. Les gens, ce qu'il faudrait faire, se le mettre un petit coup. Je pense que tu sais ce qu'il faudrait faire. Tu prends un réflexe, tu mets une bouteille de gel hydroalcoolique par table. Et quand tu as la reprise de. Non, mais juste une petite par table, une toute petite. Et à la reprise de la table, tu as le croupier tu mesures. On met dans les mains de tout le monde. Non, juste. Mais non, le croupier qui met dans les mains de tout le monde. Mais pourquoi pas? C'est pas son taf. Faire 5 secondes. Faire 5 secondes. Et le croupier, tout le monde va le respecter. Tu arrives à la table, il te met un petit truc dans la main. Ça prend 1 seconde. Vraiment, ça prend 1 seconde. Et le croupier, au moins là, même pour lui, parce qu'il est à la table. T'imagines si on en est à ce que ce soit le croupier qui te met. Mais laver les mains, c'est quel problème, quoi. Mais non, je suis pas d'accord. Le croupier, c'est l'autorité. Moi, je pense qu'il est obligé, ouais. Donc, le croupier, c'est l'autorité de la table, d'accord. On peut quand même pas forcer les gens à aller à mettre quelque chose, tu vois. Enfin, leur dire, tenez, un monsieur de, je sais pas, 50 ans, tu peux lui dire, monsieur, donnez votre main. Et ben juste. Parce quand même. Moi, ça me choquerait quand même, c'est que les mentalités ont évolué quand même en 3 mois. Tu vois, moi, tu vas faire les courses, quand tu vas au magasin, un truc, tu ne vas pas tousser sur ton voisin. Ça dépend où tu es en France. Moi, je pense que ça dépend où tu es en France. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, tu vois, l'encadrement d'un événement ne va plus être le même dans la mesure où la sécurité sanitaire des participants, c'est essentiel et encore plus souvent. Donc, s'il y a des plaintes des joueurs, les mesures qui sont prises sont vraiment plus directes, quoi. Là, pour l'instant, c'est quoi aujourd'hui on attend quel signe? Est-ce qu'on a une date? Alors, il n'y a pas de date encore qui est donnée. Là, les prochaines nouvelles, normalement, ça devrait tomber ce week-end, je crois. Alors, normalement, le 20, pour donner une date qui a pas rapport avec les clubs, mais juste peut-être ça va aider. J'ai pas eu de réponse, mais le 22 juin, là, c'est la réouverture des restaurants, etc. Le 22. Mais il y a les secteurs qui n'ont pas été traités, c'est les clubs de jeu et les boîtes de nuit, globalement, pour situer. Je sais que les clubs espèrent. Sur Paris. Ouais, sur Paris. Je parle que de Paris, là, du coup. Par contre, il y a des casinos qui ont réouvert, mais qui n'ont pas de poker encore, mais qui ont réouvert tous leurs jeux électroniques et leurs machines à sous. Mais on est encore une fois dans le non-sens. Parce que qu'est-ce qui différencie une salle de jeu, enfin, tu vois, un club de jeu où les gens sont assis?
Enfin, tu vois, Si. d'un cinéma, d'un Les restaurant. cinémas n'ont pas réouvert. Hein. Les cinémas n'ont pas encore réouvert. À Paris, tu veux dire? Non, il n'y a rien qu'à ouvrir. Les cinémas, c'est le 22 pour l'instant. Donc la Ouais, semaine voilà, c'est le prochaine. 22. Je veux dire, Il faut attendre. à partir Mais, du moment où tu rouvres un peu tout, quoi. Enfin, Ouais, le poker, il y a un contact. Quoi. C'est pour ça, donner du C'est gel ça. hydraulique au croupier. Hydroalcoolique, pardon. Parce que hydraulique, ça ne marchera pas. Mais, c'est génial. De l'eau. Donnez de l'eau au croupier. En considérant en tout cas, mais je suis vraiment persuadé que les mentalités ont changé. En tout cas, vraiment, c'est un encadrement long, donc ça va le faire. J'ai Je vu sais pas si qu'Apo avait lancé son. Il y a un tournoi en Italie là. à San Remo. Ouais, c'est ça, à San Remo, tout à fait. C'est un carton plat. Et du coup, il y a des normes d'hygiène. Qu'est-ce qui change? Alors, à San Remo, je crois qu'ils sont à 6 par table max et ils jouent avec le plexiglas. Si c'est plexi. C'est un carton. C'est un carton le tournoi. Ah ouais, c'est. Tu joues avec le plexiglas entre les joueurs? Ouais, j'ai vu les tables. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est horrible ça. Carton dans la mesure où c'est limité. Hein, c'est 36 joueurs max dans la salle de poker. Ah oui, Et, dans la salle, pas le tournoi. Ok, d'accord. Ouais, mais après il fait plusieurs D1 sur toute la semaine. Moi, j'ai fait des 2-1 sur 2 ans comme d'habitude quoi. Non, sur une semaine de façon parce que là ça reste vraiment une clientèle, c'est des joueurs locaux. Donc il fait des D1 sur plusieurs jours et tous les jours sont couplés. Ouais, vraiment. Ah, c'est Donc, dur le plexiglas. On a vu les photos à Vegas. J'ai vu les photos à Vegas. C'est dur. C'est ça. Enfin, après, je sais pas, ça dépend vraiment de chacun. Moi, perso, en tant que joueur, pareil, quand je l'ai vu au début, j'étais waouh, mais c'est dur. Quel est l'intérêt? Est-ce que bon, faut vraiment le faire ou pas? Après, écoute, ça marche quand même. Ça a quand même bien marché aux États-Unis. Ça marche quand même bien pour Apo qui a repris. Est-ce que maintenant, c'est vraiment d'une utilité super utile dans la mesure où le virus descend, que les chiffres sont encourageants, que tout. Je sais pas, parce qu'on est d'accord que c'est quand même un petit peu anxiogène comme. Quand on voit les photos, t'es un peu au guichet quoi. Quand on voit les photos, parce qu'après, moi je l'ai pas testé, hein, donc je sais pas la sensation qu'on a quand je peux t'imaginer. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dessus, et puis il faut quand même que l'économie reparte un petit peu. Tu vois, on n'est pas phasé les spectacles de salles bondées type EVT. Clairement. Mais clairement, mais on a encore une fois l'impression que le milieu du poker est, bon, forcément, nous, c'est le milieu qui nous concerne, mais on est un peu traité comme les derniers, quoi. Enfin, les clubs, ils n'ont aucune nouvelle. J'ai contacté un peu les clubs, ils n'en savent rien du tout. Et alors, les restaurateurs, tout le monde était dans ce cas-là, hein, mais les bars, etc., il y a un mois et demi, ils se sont fait entendre. Bien sûr, il y a plus de bars, il y a plus de restaurants, mais les clubs, en plus, je pense que c'est très difficile pour eux. Toi qui étais en contact notamment avec le Circus pour organiser le DSO, les clubs, ils ont rouvert qu'en septembre. Ça fait même pas un an qu'ils sont ouverts. Là, il y a cette crise qui les oblige à fermer 3 mois, grand minimum. Est-ce que c'est pas compliqué pour eux? Alors peut-être, t'en sais rien, mais est-ce qu'ils ont les reins solides pour tenir aussi longtemps fermés? Ça paraît quand même compliqué pour une boîte qui a même pas ouvert. Alors, en tout cas, moi, de ce que je connais à Paris, le groupe Circus, c'est quand même un très gros groupe international, donc ça, les reins solides, ils les ont. Après, c'est quand même c'est une très très grosse perte, et puis autant pour eux que pour le personnel, donc c'est vraiment quelque chose de dur. Il y a d'autres clubs à Paris qui n'ont pas la chance de faire partir de gros groupes. Il faut avoir les reins solides pour tenir tout ça, quoi. Parce que déjà pour avoir tenu la période qui est passée et voir la période qui va rouvrir, parce que une chose c'est effectivement, est-ce qu'on peut réouvrir des tables de poker et accueillir des joueurs? Est-ce qu'il y aura des joueurs? Et puis si tu vois, avec la crise économique qu'il va y avoir, est-ce qu'on sera face, tu vois, tous les restaurateurs, les commerçants que j'avais l'habitude d'accueillir sur les tournois à 500 € et autres. Ça va être compliqué pour l'instant. Je sais qu'il y aura quand même des joueurs passionnés, des habitués qu'on ne pourra pas revoir avant un moment. Mais est-ce qu'on peut réussir toi, tu es organisateur de tournoi, si on te dit, on te limite ton nombre de joueurs, est-ce que finalement, tu as un intérêt économique à faire ton tournoi aussi? Parce qu'il faut un minimum pour rentabiliser. Ah non, c'est sûr, c'est très limité. Hein. Je te dis encore une fois, avec des prix de 60 € sur un événement comme ça, c'est toujours vraiment les cracks. Après, tu vois, si c'est sur, ça dépend dans quel établissement on le fait, mais il y a, tu vois, à San Remo par exemple, là pour le coup, si tu sais que tu as sur une semaine, tu vas avoir 6 tables qui vont jouer, donc tu prends que 6 croupiers, que les tables vont être pleines.
Tu vas rien gagner du tout, ça c'est sûr, mais au moins tu vas continuer à faire travailler tes croupiers, à faire marcher un petit peu le casino, et bon, ça relance un petit peu la machine aussi. Ouais, puis Donc, les joueurs ils dépensent un peu à côté, donc tu peux faire un poil d'argent, quoi, mais bon, pas beaucoup. Quoi. enfin, tu vois, Déjà pas en perdre, déjà pas en perdre. Exactement ça, tu vois. Enfin, honnêtement, ça par contre, depuis la crise du Covid, tous mes revenus poker sur l'année, d'organisation de poker, j'ai c'était compliqué. Vraiment. Toi, Cédric, ça a été quoi l'impact du confinement? Parce qu'on sait que sur le marché du poker en ligne, on a connu 2 mois de boom énorme qu'on n'avait pas connu depuis quasiment l'ouverture. Est-ce que toi, vu que tu as un marketplace sur le net, est-ce que ça a eu un effet, il y a eu un petit boom sur ton business? Il y a eu un petit boom. J'aurais bien aimé que ce boom soit plus gros, mais moi, il y a eu. T'aurais aimé que le confinement dure. Toi, tu fais partie des gens. Allez, rajoutez-moi 2 mois de confinement. Non. Je suis pas sûr. J'ai vu le mec tousser là-bas, les gars. Mais moi, la raison est très facile à comprendre, c'est que y a plein de dealers qui se sont retrouvés en chien, en fait, avec rien du tout. Toute la marchandise qui arrive du Maroc, d'Espagne, de machin, elle n'arrivait pas, en fait. Ah bah là, tu m'étonnerais. Et donc, les vendeurs n'avaient pas, donc les consommateurs ne pouvaient plus acheter, donc ils se rabattaient sur des choix légaux, sur des possibilités légales. Et donc, nous, on en a un petit peu profité. Ouais. Ouais, ça permet de fidéliser aussi des gens qui ne connaissaient pas ton produit, qui ont découvert. Les faire découvrir, ouais, exactement. J'ai vu qu'il y avait de la protéine au chanvre. C'est bien ça ou pas? Je crois même qu'elle est sur la page d'accueil, tout à fait. Je suis sur la page d'accueil. 60 €, il y a de la protéine chanvre poudre vanille. Voilà. C'est-à-dire quoi, si tu fais ton sport, tu fais ta séance et après tu es bien, quoi. C'est-à-dire tu te prends ton petit shaker et tout. Un bonheur pour te détendre. Je crois que c'est avec du CBD, ces protéines, et c'est principalement si tant est qu'on y croit, parce que je crois que les recherches sur ce point-là sont assez limitées. C'était pour dire que le CBD, donc ça aide pour la récupération musculaire après le sport, tout ça. Il y a des crèmes, il y a tout un tas de trucs aussi dans cette gamme-là. Des suppositoires. Comment tu fais pour… Il y a des suppositoires, il y a. C'est vrai? Il y a des suppos, il y a des… Ah, mais ça m'intéresse, ça, c'est cool, ça. Alors, des tampons. Oh là là, il y a des tampons au CBD qui ont été créés parce qu'ils pensent que c'est le meilleur moyen pour que les femmes puissent avoir moins de douleurs. Attends, est-ce que je dérive, j'ai le droit, il est 22h05. Après 22h, normalement, j'ai le droit. Il y a de la CBD, genre, je sais pas, des gels lubrifiants, des trucs comme ça? Ouais, pour se détendre. Tout à fait. J'ai peut-être passé commande, moi. Je sais pas si on l'a encore en stock, mais je sais qu'on en a. Comment alors un point qui Alex m'a tout acheté. Le confinement était long. Tu m'étonnes, c'était long. Il fallait le pot de gel, mais pas hydroalcoolique. Comment on fait pour communiquer sur un business du cannabis? Ça se passe comment? C'est super chaud parce que tu as le droit de rien faire en fait. Tu veux faire un post sponsorisé sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, tu n'as pas le droit. Tu veux être sur Google parmi les résultats sponsorisés en haut, tu n'as pas le droit. Donc, il faut tout faire à la main. Il faut être bon en SEO. Donc, il faut essayer d'apparaître sur Google le plus haut possible. Sinon, via des news ou alors avec des influenceurs. Et puis, pour reprendre un sujet qui avait été discuté plus tôt aussi, j'ai posé une question sur LinkedIn il y a quelques semaines pour savoir. Parce que nous, il y a un endroit sur lequel on a le droit de faire de la pub, c'est les sites porno. Ouais, ok. Et d'ailleurs, ils nous ont même démarché à fond. Pornhub, enfin tout le réseau de pub qui gère Pornhub, nous ont contacté. Je les connais bien. Hein. Si tu veux des contacts, tu me dis, je te mets en contact. Je connais bien. Avec plaisir. Avec plaisir. Mais en fait, c'est une question que je me posais. Est-ce que j'ai envie de faire de la pub sur des sites de cul, en fait? Ouais. Parce que d'un point de vue image, c'est assez borderline, je pense. Et j'avais posé la question sur LinkedIn pour rester sur un côté un peu professionnel quand même. Et la majorité des personnes étaient pour, si c'était leur marque. Donc voilà, tu as une marque, comme le poker, un peu le poker en pareil, 2005, 6, 7, 8. Tu avais PokerStars, Unibet, Party Poker. Tu n'avais pas le droit de faire de la pub sur des sites ou autre chose. Et certaines marques, Party Poker à l'époque, avaient mis full bankroll sur Pornhub. Et PokerStars avait dit non, jamais de la vie, on fera des trucs sur les sites de cul. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai déjà vu du poker sur les sites de cul. J'ai déjà vu des pubs de poker sur les sites de cul. Ouais. Je me souviens de voir 888 Party Poker, mais c'était il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font. Et à la base, je me disais, en fait, il faut le faire. Hein. Si on est bloqué sur toutes les autres plateformes, c'est peut-être vraiment un truc à faire. Et après, en reparlant avec d'autres personnes, avec Pierre, entre autres, on disait, mais en fait, quand tu réfléchis, les gens qui vont sur les sites pornographiques,
leurs yeux sont vraiment concentrés en fait sur un point précis de l'écran. Et les premiers résultats de me dire les gens qui vont cliquer sur des bannières provenant de sites pornographiques, c'est ultra faible en fait. Il y a plus de chances que je clique sur une pub quand je suis sur l'équipe que quand je suis sur un. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Oui, tu veux pas surtout en plus, les bannières, focus, quoi. Les bannières de sites de cul, tu as toujours l'impression que tu as chopé un virus, quoi. Ouais, t'as peur de te faire un scam. Tu fais vraiment gaffe à de pas cliquer dessus, quoi. Ah ouais, dès que tu as cliqué sur un truc, tu fais retour en arrière direct. Dès que tu as cliqué dessus, tu fais bon, attends, je formate mon PC 2 secondes, putain, j'allais me branler, fait chier. C'est vrai que c'est pas là où tu as vraiment t'as pas de lien de confiance avec les annonceurs, hein, clairement. Non. C'est compliqué. Donc voilà, donc on est super limité. Donc on fera pas les sites de cul, on peut pas faire de trucs sponsorisés sur Facebook. Donc on fait tout à la force du poignet, hein, sans mauvais jeu de mots, justement les influenceurs, ça marche bien quand vous contactez un influenceur ou une influenceuse. Bon, il y en a, je pense qu'ils veulent juste regarder le prix, mais c'est quoi un peu leur réaction? Est-ce qu'ils se posent des questions ou en gros ils disent tout de suite OK, mais on deal, quoi. Enfin, faut voir le deal. Pour ne rien cacher, là, on commence tout juste avec les influenceurs. On a quand même eu quelques retours. Quand c'est des petits influenceurs, ils sont au taquet. Donc, quand je dis petits, c'est avec moins de 10 000 followers. Okay. Mais qui ont de la valeur quand même, parce que souvent, quand ils sont petits, ils ont des followers qui sont plus fidèles, tout ça. Une communauté beaucoup plus dure, ok. Ouais. Et en général, ils sont au taquet. Ils sont vraiment genre… tu m'envoies 50 balles ou 100 balles de produits gratuits et je te fais 5 vidéos, je te fais 30 stories, je te fais tout ça, machin. Ok. Par contre, après, ça va dépendre des profils. Ceux qui ont déjà plusieurs centaines de milliers, voire des fois 1 ou 2 millions de followers, qui commencent à faire beaucoup plus gaffe à leur image, des fois, ça peut les gêner. Ouais. Ou alors, si ça les gêne pas, ils disent ou alors si ça les gêne, ils vont dire je vais quand même lui demander 50 000 €, parce que s'il me dit oui, ça me gênera moins. Ça me gênera plus, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et je dis va te faire foutre, mec. Et puis voilà. Et non, c'est pas facile en fait, quoi. J'imagine. Alex, toi, t'as contacté. Bon, là, on parlait tout à l'heure, on parle de Virginie Caprice ou Anna Paulina. Tu as contacté des influenceurs ou des influenceuses pour les tournois. Quand tu parles de poker, c'est pareil. Est-ce que des fois, on t'envoie chier ou… Non, je ne me suis pas trop rapproché d'influenceurs, influenceuses là-dessus. Non, pas vraiment pareil. Ma communication, c'est un peu à la force du poignet. J'ai les mêmes problèmes avec les réseaux sociaux, avec le poker, malgré le fait qu'il y a une IBET derrière. Donc, ouais. Facebook, notamment, tu peux pas. Enfin, c'est très compliqué. Ça, Facebook, on est que… poker. Ouais, c'est ça. Je m'en suis résigné au groupe et on a essayé on a eu une page pareil qui a été fermée 2 fois, tout comme vous. Ouais, et la réouvrir, c'est très très dur. Malgré le fait, encore une fois, que il y a une IBET derrière qui, eux, ont leur page, comme PokerStar, comme tout le monde. Mais ouais, c'est des longues négociations. Ça fait 1 an que je suis dessus. C'est compliqué. Qu'en est-il, Alex, de la magie? Est-ce que tu continues, outre tes royalties qui doivent tomber tous les ans pour ton livre Simplicity? Magique. Alors, celui de base, c'est mon coffret magie que j'avais fait il y a 10 ans aussi, en 2010. Et ils font cette année la 4e réédition, qui a quasiment 200 000 coffrets vendus. Et à côté de ça, j'avais fait avec Hachette, j'avais fait Simplissime. C'est une collection une collection. À la base, c'est les trucs de cuisine. Ils avaient fait des dérivés ils avaient dérivé la collection en faisant les trucs pour les enfants, sur les maths, sur le yoga, etc. Et un sur la magie que j'avais fait. Et j'ai fait un autre livre pour Grund aussi, pareil pour apprendre la magie. J'ai un site qui est. Toi, t'as une fille, comment? Ouais. À quel âge? Elle a 4 ans et demi. C'est un peu tôt. Mais quand non, on a dit non, quand même. Là, c'est dégueulasse. Franchement, là, c'est dégueulasse. Ça m'étonne de toi, Alex. Quand elle aura 6 ou 8 ans et qu'elle te demandera de devenir magicienne, que tu taperas sur Google, normalement, je suis dans le top 3. Apprendremagie.com. On est dans le top 3 okay. Là. Pourquoi ce pseudo Mike Divers, là, pourquoi? Alors, c'est très nul. C'est mauvais. Non, ça a été choisi en 5 minutes. Parce que c'était pas les 5 minutes les meilleures de ta vie. Le plus créatif. J'aime bien Mike Divers, moi. Non, c'est nul.
En fait, on avait réalisé tout le projet et fait tout le concept pour l'éditeur avec ma sœur, qui est éditrice. Et la maison d'édition nous a présenté des maquettes et aussi il est marqué Alexandre Henry présente. Et c'est pas un nom très, très vendeur niveau marketing et magie, donc j'avais pas de nom de magicien. Et quand j'étais petit, j'aimais bien MacGyver. Et MacDiver, je me suis dit, voilà, je sais pas, mais vraiment, j'avais 5 minutes pour faire le truc, donc j'ai envoyé ça. Si on m'avait dit que ça allait être vendu 200 000 fois, j'aurais peut-être trouvé un autre nom. MacDiver. J'ai mis le lien dans le chat, j'ai mis le lien du coffret d'Alex. Si ça vous intéresse, j'ai mis son lien dans le chat. Bon, et sinon, je sais qu'un magicien ne révèle jamais ses trucs, mais quand même. Jamais. Ça fait 10 ans, Alex. Alex, ça fait 10 ans. Ouais. Comment tu le fais voler ce putain de billet, sérieux? Moi aussi, je veux savoir. Mais il le fait tout le temps. Parce qu'au final, il était tranquille, lui, il pécho toutes les meufs. Mais nous, on était comme des cons à vouloir savoir. Mais non, c'est le drame de ma vie, ça, mon lapin. J'ai appris la magie quand j'avais 18 ans parce que je m'étais dit, comme ça, je vais serrer plein de filles, ça va être top. Et je suis jamais sorti avec une fille grâce à la magie. C'est vrai? Sérieux? Jamais. Ouais. Soit j'étais par contre, bourré, il fallait essayer le GHB. Le GHB, c'est pour ça que Cédric, tu vois, il s'est mis dans la drogue. Il a compris. Il a trouvé le business. Non, mais pour les filles, il y a deux choses. La guitare, mais bon, c'est compliqué. C'était ça, tu vois. Il y a 3 trucs du coup. Il y a le GHB et la cuisine. Non, la cuisine, c'est pas bien. Mais par contre, c'est pas bien les gens. C'est une blague. Mais cuisinez pas le GHB. Ne cuisinez pas le GHB. Je viens de regarder tout le documentaire sur Jeffrey Epstein là. C'est pas bien. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Les filles, pareil. Mettez-vous à la guitare, les filles. Ben oui, mais la guitare, tu vois, j'aurais bien aimé apprendre, mais je m'étais dit à transporter, c'est chiant. Un paquet de cartes, c'est plus facile. Du coup, il s'est mis à la contrebasse, mais c'était relou. Ouais, mais l'avantage de la guitare. Je peux jouer un petit truc. L'avantage de la guitare, c'est que c'est chiant à transporter. Mais dans le métro, quand la meuf, elle te voit déjà juste avec l'étui de la guitare. Elle est déjà in love, tu vois. Bon, après, quand tu la sors, après, en général, elle est in love quand elle a 19-20 ans. Après, quand elle a 30 ans, elle se dit « Ok, lui, le mec, c'est bon, c'est un hippie. Ouais, mais moi, je veux un développeur web, moi. Oui, mais 19-20 ans, c'est très bien. Ça me va, ça ne me pose pas de problème. Ouais, développeur, ouais. Aujourd'hui, tu performes un peu. Genre, la magie, c'est genre toujours ta passion. Tu lis des trucs, tu t'entraînes et tout. Ouais, je m'entraîne un petit peu. Là, j'essaie de m'y remettre justement pendant ce confinement. Mais au final, moins que ce que j'aurais voulu. Après, des spectacles, non, ça j'ai complètement arrêté parce que ça prenait vraiment beaucoup de temps. Et puis la police des jeux, qui venait à chaque fois. Bonjour monsieur. Connard. Les jetons qui ont disparu. Ça gagne rien en fait. Vraiment, ouais. C'est compliqué pour vraiment en vivre. Donc non, ça reste une passion. Mais voilà, quand tu vois. Pendant le confinement, du coup, les 3 fois où j'ai fait de la magie, c'est les 3 fois où j'ai appelé Polak et on reparlait un peu des tours qu'on faisait à l'époque. Vous êtes connus dans la magie? Magie poker, ouais. Enfin, on s'est connus sur Club Poker, mais on habitait tous les deux dans Paris dans le 15e. Et après la première partie de poker qu'on a fait, je crois, en 2004, 2005, un truc comme ça. Là, on s'est dit, ah, t'es magicien, moi aussi, machin. Et on a échangé un peu. Putain, mais j'aurais bien kiffé. T'as pas un petit tour super rapide là? T'as pas un truc là sous la main là? Tiens, vas-y. Pendant ce temps, on prépare la partie technique, Chichi. Vas-y, réfléchis à la partie technique. Prépare de l'anneau. Attends, je peux j'enlève les écouteurs, donc je vais pas entendre de réaction. Ah, ok. Waouh! Il est capable d'enlever ses écouteurs. Je l'ai jamais fait. Fort, hein. Attends. Alex, il est fort. Ça peut être un énorme fail. Ça peut être un énorme fail. On fait ça. Faut regarder, vraiment. Ah ouais, attends. Je sais ce que c'est. Oh putain. Mais je sais pas si vous avez suivi. Bah oui, j'ai suivi. C'était pas dans la bonne main. Ah, c'était peut-être ça alors. Hein. Non, c'est pas ça d'en revoir. Putain. C'est pas grave, on va faire un ralenti. Tu vois, je vais demander la VAR. Moi, je vais faire un gros ralenti. Putain, il est pas mal celui-là. Il est bien. Hein. Mais avec ça, mais bien sûr que tu pécho, putain. Mais même moi, j'en dire à quel point je suis mauvais, quoi. Et là, t'es toute nue. Et voilà. Bon, allez, on va vérifier un petit peu vos talents d'amateur éclairé. Attends, ça capte pas? Oula. Allez, je vous partage mon écran. Attention, peut-être sur le téléphone, il va falloir vous rapprocher. Hein. Ça va être peut-être un peu petit, mais je vais parler à intelligence. Push. Alors,
on a parlé de tournoi toute la soirée, mais ça fait longtemps. J'avais envie de me faire un kiff. On va faire une spéciale cash game. Ah. Voilà. Donc, j'ai 2 mains de cash game. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est du high stakes, voire des nosebleeds. Ça va être funky, d'accord. Nous, on va être dans la peau de Limitless sur la première main. Donc, on est sur un topreg.com, un joueur plutôt agressif. On est sur une table de 50-100 et on va jouer contre un autre reg qui s'appelle You Make Me Sick. Ok, donc autre reg. Tu me rends malade. Si tu veux zoomer un peu, s'il te plaît, je vois pas les stacks. Ah, je ne peux pas zoomer. Limitless, je le vois pas. En gros, on va être. Si tu on fais va être très deep. contrôle molette vers le haut. Si je fais contrôle plus comme ça, Ouais. vous voyez mieux là ou pas? Ouais. Donc, on est 220 bébé deep. D'accord. Le bouton va open. Il open à 2,5. On est sur les blindes 50-100. Il fait 250. On a As-Roi off en small blind. Ici, est-ce qu'on 3-bet 100%? Est-ce qu'on call de temps en temps? Qu'est-ce que vous faites? Cédric? Moi, je pense que donc là, on est cash game. Moi, je pense que je 3-bet 99% là-dessus. Ouais. Ok, tu ferais quel sizing? Il fait $250. Alors là, attends, parce que c'est du cash game. Je regarde les profondeurs. Je sais pas bon. On a 220 bébés. 220 bébés. Oh, je ferais un truc comme 800 à peu près, je pense. Entre 800 et 900 peut-être. Un peu cher. Allez, 850 pour Cédric. Alex, tu ferais quoi? Moi, j'aurais fait 600-650 plutôt, mais ouais. Prix d'amis. Parce que Ouais, t'es un mec gentil. T'es un mec gentil. Cédric, il est pas trop gentil. Cédric, il dit rentre chez toi, rentre chez ta mère, laisse-moi les jetons. Nico, tu fais combien ici? Moi, je fais 1300, je pense. Ok, je fais, je pense 220 bébés. Je pense que je fais 1004. Je fais cher. J'ai envie de faire cher. On va faire un peu moins cher, mais un peu plus cher que Cédric Alex. On va faire $1120. Ok. $1120. On a la big blind qui fold et le bouton qui colle parce que sinon, c'est pas drôle. On va trouver un flop. Valet 8-5 avec 2 trèfles. Nous, on a l'as de trèfle en main. Le pot fait $2300. On est encore très deep derrière. On a plus de 200 blindes. Est-ce qu'on c-bet ici avec notre hauteur as ou est-ce qu'on check? Alex, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, un coup comme ça derrière, j'aurais checké pour voir un petit peu l'historique avec le mec, mais sinon, le premier. Voilà, on est deux joueurs agressifs. Globalement, Mmh. du principe, on est deux joueurs agressifs. Plutôt pour check, du coup? Ouais, éventuellement check pour voir selon ce qu'il va mettre et relancer derrière. Je suis un joueur à l'ancienne, mais en tout cas, continuation bet, non. Pas de continuation bet, ok. Cédric? Moi, je pense que donc là-dessus, plus ou moins la même chose que ce qu'on a fait flop. Donc, je fais 1120, comme ça. Mi-pot, du coup, un mi-pot, on fait mi-pot. Un petit mi-pot. J'ai pas envie de check call parce que je pense que je suis absolument dans le dark si je check call. Ouais, je pense donc là-dessus, 100%. Ok. Nico? C'est bête ici. Je vais faire un peu plus de la moitié du pot, ou peut-être un peu plus. Sachant qu'on est deep, donc en gros, quand on a une grosse main, on a envie de faire se grossir le pot. Mais après, alors si la bête juste un tiers, ça me va aussi. Hein, je pense que ça simplifie la stratégie. Okay. Je pense genre j'aime bien bet un tiers du pot parce que ça facilite. Mais en théorie, je pense qu'on va bet un truc genre 1002, 1003, comme ça, 1004 même. Ok, le fait qu'on soit deep aussi, ça change, ouais. pas mal. Bon, après, on peut aussi même bet genre. Je pense que même en théorie, on peut bet très cher. Quoi, genre, moi, j'ai envie de bet cher. Si on est 100 deep, je bet cher. Si on est 100 deep. 200 deep, c'est un peu plus relou, mais. Après, il n'y a pas d'avantage. Genre, c'est un board qu'en général, on a envie de bet cher. Les boards de Valeo, c'est des boards qu'on a envie de bet cher. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un gros sizing, voire genre un truc genre 1005. Quoi. C'est un board où toute notre range a touché quelque chose, globalement, généralement. Enfin, il y a peu de mains qui n'ont rien, en fait. Après, on a tous nos As-Dame As-Roi qui ont. On n'a que As-Dame As-Roi. Alors que. Mais après, on a Breland de Valet, Breland de 8. Lui, il a Breland de Valet, Breland de 8, Breland de 5. Et... On a des flush draws, des straight draws. Voilà, c'est pas non plus... J'ai envie de bet, je suis OK pour un mi-pot, un peu plus, quoi. On va bet, par contre, on va faire un tiers pot. OK. Ouais, ça me va aussi. On fait un tiers et on se fait raise. Donc, nous, on a fait 800 à peu près dans 2004. Et on se fait raise justement à 2400
Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on just call? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on raise? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Cédric, ici, tu as bet un tiers, tu te fais raise, qu'est-ce que tu fais? Je vais jouer la carte David Ikita et je vais tank un petit peu déjà. Ok, on tank un peu, comme ça on voit les cryptos, ils augmentent ou ils baissent, on voit un peu le truc. Ok. Je penche pour un fold, mais j'ai l'impression que c'est super weak en fait. Tu peux dire fold, hein. Tu peux dire je fold, c'est pas… Ça… Ouais, mais là, on se fait raise comme ça. Je pense que je vais call en me disant que c'est pas spécialement la meilleure décision. Ok, on part pour call. Alex? Moi, j'aurais fold, non, parce que, ouais, en plus, c'est un trèfle qui va tomber à la turn, c'est mieux. Un trèfle, c'est plutôt une bonne carte pour nous. Je sais, mais bon, ça va te mettre dedans pour après. Il y a moyen que s'il y a un trèfle, ça nous mette un peu dedans, ouais, effectivement. C'est ça. Il y a moyen. Donc, on part pour fold. Nico, tu fais quoi ici? Ici, je pense qu'il faut call. C'est quand même je pense qu'il va raise. Si on se met un tiers toute notre range ici, je pense qu'il va quand même raise pas mal de trucs. Même voir des R, quoi. Ici, c'est tellement difficile à défendre. Donc, je pense qu'avec l'as de trèfle, il faut call. De toute façon, on est quand même obligé de défendre une partie de notre range. Hein. Je pense qu'il faut quand même call pas mal. Je pense que les combos avec l'as de trèfle, il faut les call et que le reste, il faut les fold. Je pense que même avec le roi de trèfle, après, en théorie, j'en sais rien, mais pour vraiment être exact, moi, après, là, on est en high stakes. Je pense qu'en high stakes, tu es obligé de défendre, clairement, parce qu'on est contre des joueurs qui ont des ranges de raise qui vont être énormes sur ce board-là quand on a CB bas. Sur des limites beaucoup plus basses, fold me choque pas du tout. Je pense que c'est le meilleur play au final. Parce que les joueurs vont tellement pas raise et que du coup, leur range est beaucoup, beaucoup plus strong et on a envie de se coucher. Donc, ouais, ok pour le call avec l'as de trèfle, c'est ce qu'on va faire. Ouais. Et tu dis as de trèfle call parce que c'est un bloqueur ou parce qu'il y a les petits runner qui peuvent arriver? Un peu des deux, c'est-à-dire que le truc, c'est que toutes les fois où il y aura un trèfle turn, tu sais que vilain, il n'aura jamais les nuts. Donc, du coup, il ne va jamais pouvoir t'overbet la tête. Il va jamais pouvoir faire ce genre de choses. Et donc, du coup, ça va quand même être beaucoup plus intéressant. Nous, on va peut-être pouvoir semi-bluffer ou de temps en temps même avoir une free card. Et le truc, c'est que si c'était l'inverse, si par exemple, nous, on avait le roi de trèfle et pas l'as de trèfle, vilain, il a des nut flush. Il a quelques nut flush dans sa range. On peut être drawing dead directement. Ça peut être compliqué. Donc, et puis, juste en termes de théorie, si on colle tous nos as-rois ici, on va trop call. Donc, on est obligé d'en sélectionner quelques-uns. Mais de toute façon, je pense qu'il ne faut pas call. Genre, si tu as as-roi de carreau, il n'y a pas voilà. Tu vas call as-roi de cœur. Ouais, je vais call quand tu as des backdoors, quoi. Voilà. L'as-roi de cœur, as-roi avec le trèfle et l'as de trèfle. Ce qui fait déjà quand même quelques combos. Tu vas faire genre 8 combos. Donc, vu que tu en sélectionnes, tu sélectionnes ceux-là. C'est ce qu'on va faire. On va payer. Et là, on voit que Alex Henry n'est pas organisateur de tournoi pour rien parce que la turn, c'est un trèfle. Ouais, c'est un trèfle. Sinon, c'est pas drôle. Donc, la turn, c'est le 3 de trèfle. Donc, je répète, pré-flop, ce qui s'est passé. Il y a un open du bouton à 2 blindes et demi. On a 3 bêtes, 11 blindes en small blind. Le bouton a défendu. On a As-Roi avec l'As de trèfle. Le flop, c'est Valet 8-5 avec 2 trèfles. On a ses bêtes 1 tiers. Le bouton a raise. On a ses bêtes 800. Il a raise 2400. On a call. Et la turn, c'est un trèfle. Le pot fait 7000. Il nous reste 18000 derrière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a payé le flop. Maintenant, on a notre tirage flush draw. Est-ce qu'on donc bet? Est-ce qu'on check? Quel est le plan? Alex, Cédric, qui check call, je pense là-dessus du coup. Ouais, check call en suivant ce qui avait été fait au début du coup. En suivant la logique de ce qui a réellement été fait. Ok, tu pars pour check call. Cédric, c'est le check call aussi? Ouais, avec les petites. Sauf si l'overpot, sauf si les codes sont vraiment affreuses, mais jusqu'à. Il peut pas trop overbet parce que. Pas trop overbet parce qu'il est commit. Il a pas. Et il a pas l'as de trèfle. On sait qu'il a jamais l'as de trèfle, donc il peut pas vraiment overbet quoi. Parce que nous, on peut très bien avoir as dame de trèfle, as 10 de trèfle, as roi de trèfle, voire même. Il peut avoir 10 et 9 de trèfle peut-être. Ouais, mais il peut pas l'overbet. Il peut pas l'overbet. Vu qu'il a pas de nuts, c'est que nous, il a pas nuts. Il a des nuts dans sa range, mais nous, on en a aussi. Globalement, s'il overbet, ça voudrait dire que nous, on est capé en fait, et que lui, il en a beaucoup plus que nous. Et là, c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il overbettera jamais. Je peux me tromper, mais je pense qu'il overbettera jamais. Par contre, il peut bet cher. Il peut très bien bet 5000.
là-dedans et ça devient assez compliqué. Donc, ok, on part plus pour check call là-dessus. Comment tu ferais quoi ici? Moi, j'ai envie de donk ici. Ouais, un En tiers. fait, j'ai envie de donk parce que en fait, le problème de check call ici, c'est que même si on check call, en fait, si on check call et que river c'est trèfle, bah en fait juste tu prends rien. Bah, juste check back et je pense qu'il y a 0 flush draw dans sa range de raise au flop. Il y a aucun intérêt. Il y a aucun intérêt à sa place de raise, même il y a aucune main. C'est-à-dire que même si tu as dame 10 de trèfle, des gros combos draw, 9 10 de trèfle, 6 7 de trèfle, il y a aucun intérêt à raise. Tu vas jouer en position et si tu te fais shove, bah en fait contre un tiers. Si en fait, tu vas en raise quelques-uns. Bah, il y a aucun draw mais il y a aucun draw qui va. Qu'est-ce qui va te raise? Il y a rien qui va te raise. Bah, je pense que tu vas plutôt raise des mains qui ont des backdoors, des mains qui n'ont pas peur de se faire deny de tu vas raise tu vas préférer raise un 6-7 de carreau que un 6-7. Même 6-7 de carreau, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt en fait parce que c'est des mains qui vont jouer. Voilà, des genre dame 10, tu vois. Typiquement, dame 10, tu as une gut shot. Tu brûles pas énormément d'équité. Dame 9, dame 10, des trucs comme ça. IP, t'as pas envie de les raise. Ah, si 7 de trèfle, en fait, ici, bah, lui, s'il a as dame de trèfle, as roi de trèfle et qui décide, même si on est super deep, bah, en fait, soit il va. Déjà, en plus, tu as des reverses, quoi. Et s'il décide de. Enfin, pas shove, c'est un peu compliqué avec le stack, mais bon, il peut te mettre la pression. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt. C'est des mains qui bénéficient plus de. Bah, tu vas call et. Tu vois, en gros, bah, tu call 3. Voilà, tu call, voilà, c'est ça. Du coup, je pense qu'ici, donc c'est pas mal. J'aime bien donc ici, et j'ai envie de donc. Et du coup, si le pot fait 7000, j'ai envie de mettre tac, puisqu'il faut pouvoir mettre bon, en même temps, on peut shove la river, donc un truc genre 2005. J'aime bien. Un tiers, un peu plus d'un tiers pot. Je suis d'accord. J'aime bien donc aussi quand tu as l'as de trèfle, notamment pour la raison que tu as avancé du fait que si on check call, river qui est un trèfle, en gros, on va jamais rien prendre. Et puis c'est très compliqué d'équilibrer. Check call, bet la river, enfin ce serait très compliqué. Donc j'aime bien bet aussi. Ça nous permet d'avoir quand même des semi-bluffs très intéressants. On va jamais se faire shove la gueule. Ça, c'est l'avantage. On sait qu'il a jamais nous shove la gueule. Donc ça, c'est cool. Et en même temps, ça nous permet aussi, les fois où on est crush, de nous acheter, enfin, de payer, de voir la river au prix qu'on a décidé un peu, quoi. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Ça a pas mal d'avantages. J'aime bien donc bet aussi. C'est après, je pense que si… tu vois, je pense que si on donc… Il n'y a pas une river sur moi, il n'y a pas une river sur laquelle je chauffe pas ici. Je pense qu'il y a… Ah bah oui. C'est le plan, ouais. C'est ça. Tu veux la bluff, quoi. Pareil, je pense que je sais pas dans quelle mesure ça reste beaucoup de brelans en fait au flop. Mais je pense que sur cette texture, tu raises tous tes brelans. Peut-être pas de valet, mais 2-8, 2-5, tu les raises tous. Ouais, je sais même pas parce que je pense on va tellement après barrel. Bon, après, il faut construire le pot. On est 220 BB deep quand même. Ouais. Après, ça va vite. Hein. Tu fais 220 BB deep, il fait un tiers. Tu as déjà en fait, 220 BB deep. En 3 bet pot, c'est l'équivalent d'un pot 100 BB deep en single raise pot en gros. Ça dépend de sizing. Je pense que tu raises pas s'il fait 3 quarts. Non, mais en gros, tu vas faire un tiers, 2 tiers, 3 quarts et tu vas pouvoir tout tranquillement. Ouais, je pense sur ces textures, j'aime bien raise parce que. Le problème, c'est que si tu raises. Les gens. Ouais, mais en fait, si tu raises toutes tes gutshots pourris, t'en as quand même plein. Et du coup, t'as quand même envie de mettre quelques mains en value, quoi. T'es obligé de mettre pour équilibrer. T'es obligé de mettre 2-8, 2-5. Et tu vas pas raise. Et je pense que 220 deep, vu que tu vas raise quasiment aucun valet, du coup, il te reste quoi à raise si tu raises pas de valet, tu vois. C'est pas grand chose. Donc, je pense que tu as envie de les raise. Donc, du coup, il faut que tu joues en 50-100? Je comprends pas pourquoi. Après, il faut que je descende de limite, du coup. C'est ta limite basse. C'est ma limite basse. Donc, du coup, j'ai quand même du mal à voir ce qu'on cherche à représenter quand on donc là-dessus. La flush max, quoi. La flush direct, toi tu donc quand tu flush turn comme ça. En fait, c'est surtout qu'on pense que notre adversaire. On pense surtout que notre adversaire, quand il raise le flop, il a quasiment jamais de flush draw. Ouais. Et du coup, nous, quand la flush tombe, en fait, on a un avantage de range parce que nous, on a des flush draw. Donc, on a des flushs et lui, il en a quand même
pas tant que ça. Surtout qu'en plus, quand tu as l'as de trèfle en main, on est un pot 3 bêtes. Donc en gros, la plupart des combinaisons de flush viennent de l'as, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as tous tes as X suités, as 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Les rois suités, tu as roi dame, roi 10, roi 9 suité, 7, 8 suité, 5, 6. Enfin, en gros, ça fait pas beaucoup de combos après les autres trucs. Hein. Donc, en gros, dès que tu enlèves l'as de trèfle, chez lui, il n'y a plus beaucoup de flush. Et encore moins qui reste le flop. Et puis, en plus, dans notre range ici, si on prend les mains avec lesquelles on a un flush draw, on a As-Roi de trèfle, As-Dame de trèfle, As-10 de trèfle. C'est les 3 principaux à l'As. Après, on a peut-être de temps en temps des mains comme As-4 de trèfle, des mains comme ça. Mais ces mains-là, en fait, quand on a As-Dame, As-Roi et As-10, on bloque tellement de mains qu'en gros, il va tout le temps check back, quasiment. Il va être très, très souvent check back. Donc, on est un peu obligé de les donk bet. Donc, du coup, on a besoin d'avoir quelques combos de bluff aussi. Et du coup, quand on a l'as de trèfle, c'est. Bon, après, on est d'accord, hein, c'est pas un truc, c'est un truc qu'on voit jamais. On voit pas hein, souvent, c'est un truc qu'on voit. Line, on la voit jamais, mais ça se comprend. Moi, j'aime beaucoup cette line. Après, il Bon, faut du être coup, un joueur compétent. Normalement, la river, ça va être un 10 et on va shove. Ça va être un 10 de cœur et on va shove. La river, ça va pas être un 10, mais ça va être une carte très intéressante parce que ça peut changer notre stratégie. Ça va être un roi. Doublette. Ah non, c'est un roi. Non, mais ça va être un roi. Ça change rien du tout, quoi. Si, ça change quand même. Si, ça change. Parce que maintenant. Ça change complètement. Parce qu'en fait, on bat des bluffs. Et voilà, c'est ça qui change. Donc maintenant, le pot fait 12 000. Donc, on va check. Valet 8, 5, 3 avec la flush qui est rentrée turn, flush au trèfle. Nous, on a l'as de trèfle. River, roi. Donc maintenant, on a top pair, top kicker puisqu'on a as-roi. Le pot fait 12 000. On a 16 000 derrière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on value? Est-ce qu'on check pour check call? Quel est le plan? Alex, tu ferais quoi ici? Alors, ça va être check call, mais ça dépend à qu'est-ce qu'il va bet. Pour catcher ses bluffs, comme tu dis, c'est un mec aggro. Ça dépend encore une fois du truc de la table, tout, mais j'aurais tendance à check call. Tu check call tous les montants? Tu check call tout? Non, justement, pas tous les montants. Je peux check call les petits montants ou le tapis. Mais un truc intermédiaire. T'inquiète pas. Après, je pense qu'il va faire tapis. Ok. Cédric, c'est quoi ton plan ici? En effet, par rapport à ce qu'a dit Comanche, en effet, maintenant, on bat des bluffs. Et donc, comment prendre ça en compte? Aussi, je pense qu'il y a peut-être quelques valets dans sa range. Je ne sais pas si tous les as valets, roi valet, dame valet. Est-ce qu'il a beaucoup de bluffs? Il y a quand même pas mal de valets dans sa range. Est-ce qu'il a beaucoup de bluffs ici en fait? Et ça, le problème, c'est que ces bluffs, ils ont foldé à la pas turn. Tant que ça. Pas tant que ça, des bluffs. Ouais, ces bluffs, ils ont foldé à la turn. J'ai l'impression qu'il a pas beaucoup de bluffs, moi, parce que des mains qui n'ont pas de trèfle, en fait, il va les folder turn. Et il n'a pas de combo off, il n'en a pas des tonnes. Il n'a pas de combo off, tu vois, il n'a pas de dame 10, il n'a pas de dame 10 avec la dame de trèfle ou des trucs comme ça. Du coup, en fait, c'est un peu chiant parce que du coup, il faut lui trouver un bluff. C'est dur de lui trouver un bluff, j'ai l'impression. Et si tu veux lui trouver un bluff, il faut lui trouver des. T'es quoi? Il a quoi? Roi-dame avec le roi de trèfle? Mais du coup, c'est des mains combat, tout ça. Enfin, c'est plus des bluffs maintenant, mais il n'a pas. Moi, je pense que je donne pour value. Ouais. Je donne pour value 4000 et il va payer et il paye dame valet. Voilà, c'est ça que j'aime entendre. Baf. Et là, on lui envoie bouffe dans le chat. Ça, j'aime beaucoup. J'aime cette stratégie. Ou alors, il raise. Nous, on fait 3-4 000 et là, il push. Et là, je me gratte la tête. Je pense que j'ai envie de call par contre s'il push. Mais s'il push, j'ai envie de call aussi. Ouais. Je vais me gratter avant quand même. Ok. Donc, on a Cédric qui fait un tiers. Alex qui part pour check call petit ou très cher. Comment? Tu fais quoi ici? Putain, c'est vraiment l'enfer, quoi. J'hésite entre transformer en bluff et shove. Transformer en bluff? Mais non, tu peux pas transformer en bluff ta main là, c'est pas possible. En fait, tu veux faire fold quoi? 2-8, 2-5? Ouais, tu veux faire fold. Il fold jamais. Ouais, alors du coup, faut shove, faut check, faut tout le temps check ici, je pense. De toute façon, ici, on n'a pas assez de value. La value, elle n'est pas assez claire. Il faut check dans tous les cas. Tu vas pour check. Alors, on va faire parce que le petit bloc qui pète. C'est Cédric qui est plutôt proche de ce qui s'est passé. On a fait mi-pot. On a fait 6000 dans 12 000. Et on s'est fait shove. Non, on s'est fait snap. On s'est fait snap. Et on s'est fait call. Snap, on s'est fait call en tout cas. On s'est fait call. Du coup, est-ce qu'on a gagné la main ou pas? Pronostic, Alex dit dame valet. Ok. Ouais, valet, dame valet. On s'est fait call. Est-ce qu'on a gagné le pot? Est-ce qu'on a perdu le pot? Il a snap, tu dis 6000? Enfin, il a call quoi. Il a call quoi.
D'accord. Il n'a pas mis une tonne de temps, mais il a call. Si, je pense qu'on a gagné le coup quand même. Ok. Ouais, s'il a roi valet et GG, pour Roland 5, GG, mais pour Roland 5, à mon avis, turn, on prend tout dans la bouche. Non, je pense qu'on gagne le coup, ouais. Ok, tu penses qu'on gagne. Donc, du coup, c'est quoi? Tu le mets sur un valet aussi? Je mets sur un valet, ouais. Ok, Nico? Et il a payé il paye en combien de temps? Il a payé assez vite, 3-4 secondes. Hein. Il a payé 3-4 vite. secondes? Ouais, il a payé vite, quoi. Il a payé assez vite. J'arrive pas à savoir si on gagne. Franchement, aucune idée si on gagne le coup, si on perd. Et si on perd, parce qu'en fait, quand il a Breland 8, Breland 5, il va pas snap non plus. Il va juste prendre un peu de temps à école, mais. Enfin, genre 4 secondes, ça 3-4 suffit. secondes. Ouais, 3-4 secondes, quoi. Tu vois, bon, si t'as Breland 5, il va juste prendre 3-4 secondes. Tu danses pas sur la table. Moi, je pense qu'on a perdu. Ok. On a perdu le pot. Et effectivement, on a perdu le pot. Il avait Breland 8. Ah, mais oui! Allez, là! Il avait Breland 8. Donc on a perdu le pot et il nous a bien crush. Mais cependant, je trouve la line avec As-3 très intéressante. Enfin, j'aime bien. C'est cool. J'aime vraiment bien. Alors, deuxième spot. Et cette fois-ci, on inverse les positions. Bon, déjà, là, on a perdu le premier pot. Donc, il faut qu'on se refasse. Donc, on est passé en 100-200. Hein, maintenant, on rigole pas. On met l'oseille sur la table. Là, c'est enfin une limite que je joue. Quoi. Je joue la 100 et la 200. Quoi. Ah, limite, zone de confort. Zone de C'est ça. confort. Zone de confort. Ouais, 100-200, c'est mes limites aussi. Hein. Contre Mowgli Miranda, voilà, on est dans la peau de Mowgli Miranda. Et là, on va jouer contre Limitless. Donc, juste avant, on était Limitless. Là, on va jouer contre lui. On est en heads up. Donc là, il y a un petit bug toujours avec le replayer. On a Limitless qui open. On est sur une 100-200. Il open à 500, donc 2,5 au bouton. Et on a As-8 off en big blind. Qu'est-ce qu'on fait ici en heads up? Est-ce qu'on 3-bet cette main ou est-ce qu'on défend? Elle date de quand, juste cette main? Elle date de, je crois, la semaine dernière. Elle est toute fraîche. Ah oui, donc putain, Mowgli Miranda, il joue encore. C'est un pote de Zot. Ils font un énorme heads up depuis une semaine. Oh, putain, mais lui, c'est un mec, putain, c'est fou. C'est fou. J'aimerais bien l'avoir. Je vais essayer de l'avoir pour la radio, un de ces quatre. C'est un objectif de l'avoir, exactement. On lui fait un coucou. Gros bisous. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on 3-bet notre As-8 ou est-ce qu'on call? On a combien en stack? Je vois pas bien. On a 27 000. On est en 100-200. On a 27 000. Ouais. Je suis 0 en cash game. Moi, je 3-bet dans le doute. Ok, 3-bet dans le doute. Quel sizing? 3-bet dans le doute. Tu fais combien? Il a fait 500. Tu fais quel sizing? 1006. Allez, 1006, c'est annoncé. Alex? Call. On part pour call, ok. Nico? Putain, on est 210, c'est ça? Non, on n'est pas 210, c'est la 100-200. On est 120 dips, quoi. As-8 off, je dirais qu'on le 3-bet, ça va être genre à 15% du temps. Si on était vraiment si on est vraiment des bots. Du coup. Voilà, on est dans la peau d'un top player. Ouais, on est pas loin d'être dans un bot. Hein. En fait, c'est pas ça. J'ai regardé vite fait. J'ai regardé les range heads up. J'ai regardé vite fait. Donc, en gros, j'ai vu que c'était à 3 bets 15% du temps. Du coup, j'ai envie de me lever et de me casser de cette table parce que je joue pas des meilleurs joueurs du monde. J'ai pas envie de jouer là, moi non plus. Non, du coup, voilà, je fais mon randomizer et ça tombe sur 3 bets parce que tu as demandé à combien il avait 3 bets. Ça, j'ai un tel sur toi. À combien en 3 bets? Ça vient, donc c'est un 3 bets. Chaque semaine, tu dis que tu as les tels et tu te plantes. Mais c'est vrai, c'est un 3 bets. On fait 2002. Le mec a vu la main, il a été la trouver. T'as été la trouver ou pas? Je te jure que non. Ok, je te crois. Jure. On a fait 2002. Je serais pas un blaireau à te dire, elle a fait 2002. Et là maintenant, on va faire check raise à 4872. Alors on a fait 2200 avec As-8 off et Limitless va défendre. Je limite là, mais mec, qu'est-ce que je fais là encore dans cette radio là, putain. On voit le flop. Écoutez, c'est le même flop qu'avant. Valet 8-3. C'est vrai. Incroyable. Fou. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de flush draw. Et cette fois-ci, on a fait une paire. On a toujours l'as de trèfle. Valet 8-3. Le pot fait 4400. On a middle pair, top kicker. Ici, est-ce qu'on c-bet ou est-ce qu'on part pour check call ou check raise? Tout est possible. Cédric, tu ferais quoi ici? Toi, tu as 3 bets pré-flop. Donc, du coup, ici, qu'est-ce que tu ferais? 6 bets à peu près mi-pot.
Ok, Pas de 2002 pour Cédric. Alex? Moi, c'est ce que je vais faire aussi. Et j'ai call pré-flop. Ok, on part pour ces bêtes Mipo. Nico? J'ai envie de se bet un tiers. J'ai envie de se bet un tiers, moi. C'est Bah, plus pour- facile. C'est plus facile. Mais pareil, encore une fois, en théorie, je pense que encore plus quand tu joues en heads-up contre un super top player, faut pas s'amuser. Là, du coup, tu peux plus t'amuser à juste ces bêtes toute ta Tout range un un tiers. tiers. Ouais. Parce que là, tu es contre un top player. Donc, en gros, ici, c'est peut-être un combo qu'on peut check de temps en temps. Mais soit check, soit bet un tiers. Ok, moi je pense qu'ici je sais bet parce que j'ai mon meilleur 8 et que je vais plutôt check mes 8 plus faibles. Si j'ai des 8-7 par exemple, je préfère check et bet mon top 8. On va bet, on va faire mi-pot. Cédric, peut-être faut que Cédric. tu up de limite, Cédric. Faut qu'on s'associe, Cédric. Il y a un truc. On va te stacker. On Moi, va je vais se jouer mettre à les 15. flops. Non, on va se mettre Comment à tu 15. vas jouer pré-flop? Avec Comanche, on peut te stacker une blinde si tu veux, mais on est un peu ric-rac après, ça va être chaud. Ça, c'est chiant déjà. Et il va call parce que sinon, c'est pas drôle. La turn, un roi de pique. Le pot fait 8800. Il nous reste 23 000 $ derrière. On a donc As-8 sur Valet 8, 3, Roi. Le roi de pique, turn, apporte un flush droit pique. On n'a pas de pique en main. Est-ce qu'on deux barrels ici ou est-ce qu'on check maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Alex, qu'est-ce que tu ferais ici? Ta cévette a été payée. Ouais. Chiant comme ça. J'aurais plutôt checké, n'est-ce pas? Ok, Ouais, par je pense contre. que check. Tu vas pour check call du coup, check fold, check raise. Je suis pas sur roi. T'es pas sûr. Oui, on n'est pas serein tous. Ouais, Là, ouais. personne. On déteste notre vie là. Je ferais plutôt du check fold parce que ouais. Ok. C'est passé un top player, un truc comme ça. Check fold. Ok, ça marche. Cédric? 3875. Ah, c'est précis. C'est précis. Oh, t'allais chercher la main, putain. 3875. Nico, qu'est-ce que tu fais ici? Alors c'est chiant parce que le roi c'est quand même une carte qu'on mise beaucoup en général quand il y a un roi turn qui est une overcard ici, genre en général je pense qu'on peut bet un tiers de temps en temps, mais je vais quand même check, je pense. Pas pour check aussi. Ah, c'est aussi une carte le roi qu'il a pas mal lui aussi, parce qu'il a tous les Ouais, rois mais ça est backdoor. pas mal, mais après là c'est du heads up, donc il a quand même beaucoup aussi Ouais, de il en a combo off. moins. Il a beaucoup de combo off. Ouais. Il a des dames 10 off, tu vois, il les a, les 9 10 off. Ouais, il a plein de mains. Ouais. Et puis c'est du heads up, donc 7 et 9 suit. Donc on part pour il y a check, plein de call, trucs. du coup. On part pour check Ouais, call. check, ouais, check call, c'est clair. C'est ce qu'on va faire. Il fait mi-pot. C'est la main du mi-pot et on check call. La Alors, river, c'est une brique totale. Non, c'est une brique totale. Alors, vous savez ce qui va se passer. Check, shove, snap. Globalement. Donc le flop, c'est Valet 8-3, turn roi avec flush droit pique. La river, c'est un 5 de trèfle. Le pot fait, on a un pot de size bet. Hein. Il y a 17 600 au flop. On a 18 300 derrière. On a As-8. Donc on a la troisième paire. Ici, tout le monde check. Est-ce que quelqu'un reprend l'initiative ici ou pas, Alex? Non. On check, Cédric? Non, si on vient de checker le turn, il faut checker aussi, je pense. On part pour check. Bon, Nico, je te pose pas la question. On va checker. Effectivement, il va nous shove la gueule. Est-ce que c'est un call tous les jours ou est-ce qu'on rend nos cartes au croupier et puis on s'en va avec nos 18 000 $? Qu'est-ce qu'on fait? Alex, t'étais chaud pour fold des turns déjà? River, pareil, on fold? Ouais. Pas pour fold, ok. Cédric? Moi, je suis une calling station, donc je dis call, mais j'essaye de réfléchir à Moi, je trouve que c'est pas un défaut. avant. Il faut être une calling station pour moi. Je dis toujours, il faut plus call. Vaut mieux plus call que trop fold. C'est une très bonne philosophie. Donc, Mais ça coûte cher comme philosophie. C'est ça. Je sais pas, je réfléchis en fait sur la texture du board en fait. Qu'est-ce qu'on bat là-dedans? Qu'est-ce qui chauffe et qu'on bat quoi? Pas grand-chose. Hein. 9 10, dame 10, 7 9. Il y a plein de trucs qui vont flotte le flop. Après, il a fait un half pot, mais bon.
Ah, je passe quand même là-dessus. Ok, on part pour Fodé. Nico, tu voulais snap? Snap, c'est payé. C'est payé dans la seconde, monsieur. Allez, c'est payé, c'est gagné. Vas-y, allez, recave, limitless. D'accord. Eh ben, on a payé. On a payé, effectivement. Je sais pas les timings. Je sais pas si on a snap ou pas. On a Non, payé, non, mais on je a rigole, perdu. c'est pas un snap. Enfin, t'es pas genre, tu snaps pas de vous. On a perdu. On a perdu. Et la main de Limitless est très intéressante. Je Ça, pense. ça veut dire qu'il nous a mis un beau bad beat, là, culé. Il est Non, 5-5. il nous a pas mis de bad beat, mais bon, clairement, en high stakes, c'est peut-être totalement standard. Ah, Par ok, contre, c'est d'accord. quelque chose. Il achève un valet, d'accord. Ça, Exactement. Il a il chef un achève valet, il a dame valet. Il a dame valet. Et je trouve ça assez sick. Personnellement, quand j'ai vu la Après, main, c'est un peu de size bet river, c'est ça? Putain, on a mais un pot de c'est size ouf. bet river. Mais en On a fait, dame valet, quoi. il shove en bluff, non? Il Sans en bluff, trèfle, river. il a pas de Dame valet trèfle. de cœur. On a dame valet de cœur. Ah ouais, non. On a dame valet de cœur. Et du coup, je sais Parce pas. qu'on Et va ben, aller je voir. me. Il shove forcément en bluff ici, river. Ah, Il a trop de showdown value pour. Mais dame valet, à quel moment tu shoves en bluff? Tu check si tu penses que à quel moment tu shoves dame valet? Mais en fait, valet c'est 8, pas. 3, roi 5 en heads up. Enfin, en fait, J'arrive pas. Je sais. Non, mais après, le heads up, c'est tellement un monde particulier. moi, je pense qu'il est en value. Je vois pas un cas où tu shoves en bluff. Hein. Pour moi, tu es Ouais, en non, value je ou suis dame d'accord. valet. J'y connais rien, je dis de la merde. Non, mais dame valet, je pense qu'on est en value Mais 100%. Mais c'est fou. S'il est en value, il veut se faire payer par un 8. Ça veut dire qu'on joue face-up, en Ouais, fait. c'est ça, il sait Par qu'on un a. valet moins bon, un 8, et il n'y a que ça. Parce que je pense que 2-9, 2-10, on colle jamais parce que c'est les pires combos à call, je pense. Après, je suis nul en heads up et c'est pas du tout un jeu que je connais et c'est un autre monde, mais surtout high stakes. Donc le call de la suite, je le comprends totalement. J'avoue que quand j'ai vu dame valet, à la base, quand j'ai pris cette main, je savais pas dans quel côté nous placer. Est-ce qu'on allait se mettre dans la suite ou avec dame valet? Parce que même le bet on mi aurait tous check back river, quoi. bah voilà, dame valet, je sais qu'on aurait tous check river et je pense qu'on n'aurait même pas bet mi pot turn. Donc Et il call là? et on a À on a suite, on a il call payé. Ouais, à suite je call. Le call de la suite, je le trouve totalement ok. En fait, après, quand tu réfléchis juste, en fait, quand il check la turn, Miranda, quand il check la turn, en fait, il va continuer sur ce roi. Il va continuer avec toutes les mains qui battent Qui bat dame valet? qui battent dame valet. Non, Parce que à part deux dames, tu check. Deux dames, tu check. Deux dames, je pense que tu peux check une partie, non? bah, de dame, tu bloques roi dame. Ouais, tu bloques roi dame, mais tu bloques. Dans ce genre de dame, ouais, de dame, c'est la main un peu border. Mais de dame, tu bloques. Ta dame valet, tu bloques de dame. Oui, non, je suis d'accord. Deux dames valet, ouais, tu donc bloques en deux dames. gros, Ouais. avec dame valet, limite, il n'y a pas tant de mains que ça qui vont check la turn. As valet, je pense que As valet continue de barrer de la turn. As valet, il va peut-être continuer à barrer la turn, mais. Ah mais j'ai trouvé cette main super intéressante. Donc vraiment. Bah écoute, ouais, elle est vraiment très cool. Putain, ça fait du bien de parler de cash game un peu là, plutôt de j'ai 15 blindes. Non, Et 15 blindes, on peut faire un on 3. open UTG en 9 max, je défends small blind. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Et bah nickel, et bah super, très bien. On va faire que des parties techniques en cash game. Je vous le dis. On a perdu pas mal d'oseille sur cette partie technique. Elle nous a coûté plein de C'est clair. C'est parti. On a parti aussi pas mal de followers. Tout le monde c'est parti. Tout le monde est parti. C'est quoi un petit peu donc les projets là, les projets dans l'immédiat, Alex? Alors, j'en ai plusieurs du coup. Je travaille depuis 1 an sur une app de duplicate poker. Je sais pas si Ouais, vous de connaissez. duplicate poker. Ouais, bien sûr. Attends, explique un petit peu pour les gens du chat ce que c'est le duplicate poker. Le duplicate format, c'est un format de jeu qui se joue au Scrabble ou au Bridge, par exemple, sur les compétitions internationales, où grosso modo, on reprend des configurations de mains c'est les mêmes configurations de mains qui sont jouées sur plusieurs tables. Donc, ce que tu gagnes ou ce que tu perds, tu le compares avec ce que le joueur qui était assis à une autre table et qui avait les mêmes mains que toi a gagné ou perdu. C'est génial ça. Réplica Poker, ton site. Ouais, l'app. Voilà. Et donc, il n'y avait pas d'application de jeu qui existait sur ce modèle. Donc, j'ai sorti une app, là, ça fait 2 mois maintenant, mais qui a encore beaucoup de. Enfin, j'en ai fait aucune promotion parce que c'est compliqué. J'en avais fait juste, j'avais recherché des bêta-testeurs sur Club Poker et j'avais eu un bon retour, notamment de Skip qui avait beaucoup aimé le concept. Gros bisous à Skippy. Gros bisous à lui. Gros bisous à Skip. Et donc, voilà, ça fait que c'est une app qu'on peut jouer en format un peu cash game. Grosso modo,
On joue plusieurs mains, soit face à des bots, soit face à d'autres joueurs connectés qui ont déjà été joués par d'autres personnes ou qui le seront. Ou sinon, il y a un mode challenge où on peut jouer, on peut challenger des potes ou des joueurs pros en jouant des mains heads up face à des bots qui ont déjà été joués par un joueur pro. Donc pour le moment, il y a Polak, et puis après plein de joueurs qui sont créés des comptes pour devenir joueurs pro. Et voilà. Et donc, ça fait 2 mois que c'est en ligne. Il y a encore pas mal de défauts, mais le moteur est là. Et voilà, et ça commence. Et là, il y a aujourd'hui 3500 comptes créés. Oh, ok, énorme. Et pas beaucoup encore, parce que c'est un jeu gratuit. Et ça marche pour le moment en Middle East, enfin en Iran, Palestine et Israël. Parce que j'ai fait aucune promotion, donc c'est que du bouche à oreille voilà, de l'organique. Donc, allez donc Réplica Poker. Ouais. C'est sur Cédric, iOS, tout ça et Android. Ok, partout. Cédric, de ton côté, c'est quoi un petit peu donc, les projets dans l'immédiat là? Bien essayer de un petit pétard plus tard, pourquoi pas. Sinon continuer de bosser, faire grossir notre site. Essayer de faire du SEO, c'est le truc qui me prend bien la tête en ce moment. Comment on remonte sur Google sans faire les trucs trop salement. C'est du taf. Et puis, c'est du taf. On en parlait hier avec Laurent pendant 2 heures, justement, pendant le test technique. Et c'est du taf vraiment spécifique. Qui plus est, quand c'est le seul moyen de communiquer que tu as. Et puis, continuer sur la partie influenceur et pas mal. Après, d'un point de vue perso, également, je vais me marier fin août, donc ça va peut-être m'occuper dans les semaines qui viennent. Bravo, Sartek. C'est le top. Voilà. Et puis si on peut voyager un tout petit peu, retourner voir quelques potes, surtout. Ce serait cool. Tiens, une question, parce qu'on n'a pas trop abordé le sujet, mais c'est un truc qui m'intéresse. Donc, tu es président, on en a parlé vite fait, de la Fédération française de poker. Alors, en quoi ça consiste ? Feu, tu l'es plus là du coup ? Je pense que c'est la fédération qui n'est plus en fait. Ah ok, d'accord, ok, c'est ça qui est plus, d'accord. Parce que du coup, c'était toujours sur ton LinkedIn. Hein. Moi, j'ai regardé, j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, sur LinkedIn, on met ce qu'on veut. Après, je m'en passe. Ça consistait en quoi ? Alors, c'était juste avant la régulation, justement, avant tout ce qui était .fr, machin, pour essayer de regrouper les joueurs de poker pour qu'ils se défendent. Parce qu'il y avait déjà, avant le .fr, il y avait déjà plein de joueurs de poker, que ce soit dans les cercles ou même online, pour essayer de porter leur voix auprès des régulateurs pour que la régulation se passe du mieux possible. Ça, c'était le combat original de la Fédé. Donc, en gros, c'était un lobby, tout simplement. Après la régulation, il y avait un intérêt, ça ne servait pas à grand-chose, en fait, honnêtement. Mais il y avait une affiliation avec la Fédération internationale de poker. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bien sûr, je me rappelle. Qui, eux, cherchent à promouvoir match poker. Match poker, c'est comme duplicate poker. C'est du poker où, imagine, on est tous les 4 à 4 tables différentes, mais on va avoir exactement la même main à jouer contre les mêmes mains. Et on va juste comparer. Donc, moi, j'ai 2 as à tel 2 as UTG contre tel joueur. Toi, à la table d'à côté, tu auras 2 as UTG contre les mêmes mains. Donc, il faut savoir optimiser les mains gagnantes et perdre le moins possible avec les mains perdantes. Et ça, c'est une forme de poker qui est intéressante, mais à laquelle je ne crois pas du tout, en fait. Donc, tout simplement, on a arrêté de pousser tout ça. Et puis voilà, après, de toute façon, vu que l'industrie avait changé, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'une fédération de poker, en fait, quoi. Jamais on va te demander ta licence de la Fédé pour entrer dans le club ou dans un casino, en fait. Mais c'est possible de rassembler les joueurs de poker ? Parce que moi, j'ai l'impression que les joueurs de poker, c'est très, très difficile. Par exemple, je pense notamment à la période fiscale. Alors, je pense que les joueurs amateurs, tu peux les rassembler parce que les clubs, etc., ça cartonne et le poker amateur vraiment marche très bien. D'ailleurs, on fait un gros coucou à tous les gérants de clubs et tout. Je suppose que la période on n'en parle pas du tout, mais que la période doit être très compliquée actuellement pour eux parce qu'ils ne gagnent pas d'argent et mine de rien, ils ont quand même des frais pour organiser, pour les salles, etc. Donc, on leur fait un gros bisou. Mais je pense plus aux poker pro, les joueurs de poker pro. Eux, pour les rassembler, ça me paraît quasi impossible parce qu'on est très individualiste. Quand il y a la période fiscale, c'était très compliqué, etc. Donc, c'est impossible, je pense.
Mais en fait, ça a été le seul moment où il y avait un début de regroupement quand justement il y a eu la toute première vague de redressement fiscaux en France. Je ne sais plus si c'était en 2010, 2011, un truc comme ça, où bah, il y avait une espèce de nécessité de se dire vas-y, moi je paye un avocat 10 000 balles pour mon dossier, moi je paye un avocat 10 000 balles, mais en fait c'est le même dossier. C'était quasiment tous les mêmes dossiers. Donc on se met un peu tous ensemble, on essaye d'échanger. J'avais réuni quelques joueurs à l'occasion, je ne sais plus si c'était PT Deauville, je ne sais plus quelle année, justement 2010-2011, sous le nom de la Fédé pour essayer justement de faire avancer les choses. Mais ça a été temporaire. Vous avez déjà été contacté par l'Argel, etc. Ou en contact avec eux ou pas? À l'époque, je me souviens pas. Je me souviens pas trop parce que je crois que justement la Fédé on a tous un peu arrêté au moment où l'Argel a été créé. Donc non, je veux dire non, je crois pas. D'accord. Bah, l'Argel je ne salue pas personnellement. Aussi. Et ben voilà. Voilà, merci. J'habite. Ça balance. Ça M'en balance. fous, je suis déclaré depuis 5 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Mal écoute. Mais c'est un point intéressant les fédés parce qu'il y a des pays dans lesquels les fédés ont un vrai rôle, dans lesquels les États vraiment reconnaissent les fédérations de poker pour régir un peu tout ça, pour faire les bonnes lois sur le poker, par exemple. Ça aurait pu être un point intéressant si, par exemple, si les casinos ou si le ministère du tutelle des casinos était venu nous voir pour nous demander quelles règles, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette dans les casinos au moment où ils avaient lancé le cash game dans les casinos en 2007-2008, un truc comme ça, plutôt que de faire des règles en fait qui marchaient pas du tout, quoi. Les joueurs de poker qui allaient jouer en casino, ils pleuraient, quoi. 4% sans cap. Bah, voilà. Ouais. Donc, il y avait plein de petites questions comme ça sur lesquelles ils auraient pu venir nous voir, mais à la fin, ils ne sont pas venus nous voir. Et puis, bon, après, ce n'était pas une activité à temps plein. Comme je dis, c'était un lobby qui était intéressant au moment où il avait une importance. Et après, on avait tous d'autres activités, d'autres boulots en fait, qui nous faisaient vivre. Et puis, l'industrie a changé. Donc voilà. Bien, okay. Donc, voilà, c'était la fin. Donc, maintenant, allez sur Cannabis. Bah, voilà. C'est ça, aller sur Cannabis. La transition, super. Et maintenant, elle est française de Cannabis. Voilà, vous téléchargez Replica Poker, vous allez sur Cannabis, vous prenez un petit winge et vous jouez tranquille et ça va améliorer votre win rate. Faut m'embaucher pour la com, je cartonne les gars. T'es là. Bon, bah merci beaucoup les gars. Nous, on va se faire une petite pause. On va ensuite avoir un joueur international. Nick Younis. J'aime bien son nom. Je vais faire ça à connaissance. All-time money-list. Il est deuxième de la all-time money-list du Chili. Au Chili. Voilà. Exactement. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Ça nous a fait très plaisir de vous recevoir. On aurait aimé vous recevoir dans les studios. Ouais. N'hésitez pas. Vous savez que dès que je reviens à Paris, vous repassez directement. On espère dès septembre, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci en tout cas. Merci à vous. À une petite pause. Merci tout le monde. À tout à l'heure.